J'avais pas écrit un truc spécialement drôle du tout, j'avais même pas écrit un truc d'ailleurs, hein. C'est quelques notes de sténo sur un débat que j'aurais aimé avoir avec toi. Donc déjà, bah merci pour l'invitation. Je vais quand même me présenter de façon sommaire pour les parents ou les frères ou les sœurs qui me découvriraient par ricochet. Donc je m'appelle Greg Tabibian, j'ai 38 ans, je suis humoriste de formation, pas d'alibi. Il y en a. J'ai commencé à faire ce métier il y a 10 ans, et puis petit à petit, j'ai commencé à faire un autre métier, qui a donné lieu entre autres à une interview qu'on a fait sur ma chaîne, qui est un peu le métier de journaliste, un métier que je me suis aperçu faire malgré moi depuis des années, puisque, comme beaucoup de confrères qui ont choisi le terrain savonneux, et que je ne vous recommande pas de l'humour politique, si certains auraient envie de devenir humoriste, sauf si vous aimez le chômage, je me suis aperçu, comme beaucoup de confrères, que j'avais des messages sous mes vidéos qui disaient « Merci de nous informer, merci de nous dire ce que les médias disent pas, merci de... » Et je comprenais pas. Je comprenais pas parce que moi je fais prout avec mes bras. Et donc, normalement, c'était pas censé, c'est comme si je suis boulanger, on vient de me dire « Merci pour l'opération de la jambe ». C'était pas mon travail. Et j'ai compris qu'il y avait un problème. Je suis allé regarder la télévision, que j'avais caviardé, ça fait très conspi de dire ça, mais que j'avais caviardé une semaine après le 11 septembre 2001. C'est vrai. Oui, non, mais attends. C'est après que c'est venu l'injonction morale aux théories du complot. Personne n'y a cru dans les 15 premiers jours à ce truc-là. Toutes les théories ont fumé partout, c'était une autre époque. Je voulais plus me confronter à ça. Et je sais plus pourquoi je parlais de télé, mais je me suis aperçu que je faisais un autre métier que pourtant mes ancêtres bien plus talentueux et subversifs que moi n'ont jamais eu à faire, il me semble. Je n'ai pas de souvenir de gens qui disaient on va aller voir des proches parce qu'il nous dit les vraies infos. Les gens n'allaient pas voir Coluche pour voir un travail de journaliste bien fait. Ils y allaient pour voir quelqu'un qui exagérait avec la réalité. Et dans une société de la caricature où les humoristes remplacent les journalistes, je me suis aussi aperçu avec le temps que les politiciens remplaçaient les humoristes. Bah oui, je fais, messieurs, dames, une profession en voie d'extinction, effectivement, pour deux raisons. La première, c'est que je subis effectivement une vraie concurrence déloyale de la part du gouvernement. Que la nomination aujourd'hui de Marlène Schiappa, qui est de retour au gouvernement, ne va pas arranger du tout si ils l'ont mis à l'économie solidaire. C'est-à-dire que ça n'a pas marché avec les lettres, ils essayent avec les chiffres, ils se disent peut-être, je sais pas ce qui se passe, mais toi qui es dans ce milieu-là un peu, t'as des infos sur comment il y a un réseau Schiappa, ça existe ce truc. Je suis désolé, je fais une parenthèse, mais je me suis dit on la reverra jamais. Elle a pas des infos sur le gouvernement, elle sait pas que nous, alors elle a fait une partout avec Macron. Enfin, comment une femme aussi incomplète? Edith Cresson n'a jamais réussi à revenir. Alors, c'est pas du tout le même. Elle est. Totalement, la filière Schiappa, c'est la filière Brigitte, tout simplement. Ouais, c'est la bande à Brigitte. Elle, Castaner, c'est pour vous dire que le cabinet de la première dame est gratiné, tu vois. Elle, Castaner, Ferrand. Tout ça, c'est la bande à Brigitte. Ouais. Bon, bah voilà, bon, si tu veux, c'est le retour de la bande à Brigitte. Fou, bah dis donc, c'est incroyable. Donc ils nous ont fait ça. Puis c'est une profession qui est en voie de disparition aussi, puisque les gens, et je vous remercie d'ailleurs d'avoir rigolé quelquefois, ne comprennent plus l'humour aujourd'hui. J'avais fait une vidéo pour ceux qui suivent ma chaîne là-dessus, qui était l'épisode 3 des Off, qui veut la peau des humoristes. Les gens ne comprennent plus l'humour. Je vois de plus en plus de blagues sur les réseaux sociaux qui ne sont pas compris comme telles, qui sont prises au premier degré, comme des analyses politiques. L'humour n'est guère aujourd'hui vu que comme un cache-sexe des opinions réelles, souvent doublé de l'injonction à ne pas choquer. Alors les censeurs se cachent derrière leur volonté de mettre en avant un humour inclusif. J'ai essayé pendant des années de comprendre ce qu'était l'humour inclusif. J'ai même dédié une vidéo de 2 heures, je n'ai toujours pas compris. L'humour inclusif, c'est un humour qui ne choque pas, qui ne caricature pas, qui n'exagère pas et qui colle le plus possible à la réalité. C'est-à-dire un humour qui fait spécifiquement pas de l'humour. C'est la plus grosse escroquerie intellectuelle qui produit le milieu artistique français au XXIe siècle. Ça a permis à des milliers de confrères sans talent, effectivement, de trouver un créneau, il est vrai, celui de l'humour inclusif, de l'humour pince sans rire. Bon, ça a sauvé des carrières.
Mais il n'en est pas moins vrai que l'humour inclusif n'existe pas, n'a jamais existé, et je remercie ceux qui me suivent d'avoir compris que je n'en ferai jamais. L'humour inclusif, ça ne peut pas exister, donc vous avez le droit d'y croire, mais il faut le mettre dans la petite boîte, tu sais, où il y a tous les trucs qui n'existent pas. Voilà, non, mais ouais, les licornes, le monstre du Loch Ness, la bourgeoisie patriote, Enfin, on peut continuer la liste, le capitalisme, enfin l'anticapitalisme de droite, l'hétérosexualité de François Fillon. Enfin bon, bref, on peut y mettre ce qu'on veut, mais ça n'existe pas, donc on va faire une petite boîte qu'on mettra là, puis au fur et à mesure qu'il y aura des trucs qui n'existent pas, on la mettra dans la petite boîte des trucs qui n'existent pas. Alors politiquement, ça me ferait une différence avec beaucoup de gens parmi vous. Je suis quelqu'un qui aime se définir à gauche. Je suis un homme de gauche. Peut-être pas demain, peut-être pas tout à l'heure, je sais pas, mais pour l'instant c'est le cas. J'ai un rapport à la gauche qui est très, jusqu'ici tout va très bien, tu sais, de la haine, c'est vraiment ça. Mètre après mètre, on verra comment ça se passe. Mais je continue à être de gauche, déjà pour une raison essentielle, c'est qu'en règle générale, j'ai déjà dit, hein, j'ai beaucoup cheminé. Quand je disais que j'étais de droite, ça emmerdait les gens de gauche et ça rendait content les gens de droite. Et quand je dis que je suis de gauche, en général, ça emmerde des gens de droite et ça emmerde des gens de gauche. Et vu que mon projet, c'est d'emmerder le maximum de gens, je vais continuer à être à gauche envers et contre tout pour les faire chier. Mais comme Finkielkraut, même si je finis réac ras la gueule, je continuerai à dire que je suis de gauche. Comme Christophe Barbier, je vais résister, tu vois, un truc... Donc, pour l'instant, je me situe à peu près là-dedans, mais j'ai vu effectivement, comme beaucoup de gens peut-être de ma génération qui sont là, ma famille politique, mon camp politique, celui de la gauche, se faire gangréner par des choses qui au début étaient censées relever du mythe et qui aujourd'hui sont pourtant revendiquées par les gangréneurs. J'ai été probablement le témoin de ce qui est, je pense, tu le sauras bien mieux que moi, peut-être le changement le plus radical de paradigme politique de l'histoire de la Ve République, c'est-à-dire Mélenchon 2017-2022. Ou comment littéralement prêter allégeance à la famille que tu combats politiquement depuis 2 siècles et demi, intellectuel. C'est quand même un revirement... J'ai vu toutes les valeurs auxquelles je croyais progressivement faire leur petite valise et immigrer à droite, où elles ont été curieusement bien reçues par des gens qu'on disait pourtant hostiles à la libre circulation. La liberté d'expression qui est là-bas, qui est à droite, visiblement, maintenant, ça fait plaisir de te voir, ça faisait longtemps. Elle est à droite, c'est à droite aujourd'hui qu'on prône la liberté de tout dire, parfois trop d'ailleurs, tandis qu'à gauche on censure les théâtres, les expos, les films, il faut que ce soit représentatif, sinon on décroche, on déboulonne, on interdit, on harcèle, on cancelle, on call out. Des coups de fil anonymes de quelques antifas mous du bulbe dans les représentations de Dieudonné au début des années 2000, on est arrivé à un système organisé avec les réseaux sociaux où tout le monde se met au banc pour simple accusation d'atteinte aux bonnes mœurs. L'humour aussi, que j'avais, est parti à droite, il est quelque part là-bas, forcément il va avec la liberté d'expression lui aussi. Internet, il faut le constater, a été quand même pris d'assaut par l'irrévérence de ce qu'on appelle la fachosphère, irrévérence trop extrême pour certains, en tout cas extrêmement provocatrice. Mais oui, la gauche elle-même le confirme, elle a mis 10 ans de retard à se mettre à la production culturelle sur Internet et les quelques rares pionniers du YouTube humoristique qui se sont politisés l'ont payé très cher, surtout quand ils se sont politisés avec maladresse à gauche, SLG si certains se souviennent. Alors bien sûr, il y a des gens qui me disent « Oui, mais tous tes amis sont de droite. » J'aime pas les amis chiants. Les bonnes soirées sont chiantes. Les votes politiquement corrects, t'es chiant. Vous êtes chiant, ras la gueule. Mais c'est vrai. C'est la seule et unique raison. Il faut y voir rien de plus. Parce que Pierre-Yves ou Cro-Blanche sont plus sympas que Tristan Mendès France et Julien Pain. Oui, c'est vrai. On se marre plus. C'est bizarre, mais on se marre plus. La rigueur historique, à droite aussi, là où visiblement c'était la droite qui faisait du roman national, la gauche est devenue la spécialiste du roman contre-national, spécialité historique française pour laquelle les Chinois ont un nom, Bézout, voilà, qui désigne spécifiquement cette tendance typiquement occidentale et très française de s'autodétruire. On a... Voilà, traduit violemment, ça fait gauche blanche. Gauche blanche, oui. C'est voilà, quand même synonyme. Traduit, c'est plus violent, le constat est là. Mais bon, après, ils prennent moins de pincettes. Mais voilà, donc ils construisaient aussi leur roman contre-national, qui sont lots d'absurdité, d'exagération, de déboulonnage, de gens qui ne comprennent plus l'histoire. Alors on déboulonne Colbert, parce que il était esclavagiste. Oui, mais
C'est pas pour ça que la statue est là. On est incapable de penser l'individu dans son intégralité. Alors à ce moment-là, qui peut avoir aujourd'hui un procès en pureté dans notre histoire? Je pense pas grand monde, mais c'est pas grave. En même temps, si Michel Onfray est pas capable de remettre les choses dans un contexte, pourquoi est-ce qu'un antifa de base le sera? Non mais... Oui, je vais mettre 3 semaines à moi. Non, mais ça va, Freud. Ah, il faisait prendre de la cocaïne à ses patients, c'est pas bien. Mais oui, mais à l'époque, c'est pas une substance, c'est une substance médicinale, du coup. Donc voilà. Enfin bon, bref, j'ai été très énervé par son livre sur Freud. C'est personnel, mais je l'aime beaucoup. Et très énervé par ce qu'il dit sur Nietzsche aussi. Sur l'athéisme de Nietzsche. Mais on en a parlé tout à l'heure au téléphone. On va pas t'attirer des emmerdes. La raison aussi est partie à droite. Alors, ça, j'ai pas compris. C'était censé être les Lumières, la gauche, l'esprit critique, la raison, la rationalité. Et aujourd'hui, cette gauche qui nie avec une constante débilité toutes les évidences du siècle. Mais toutes les évidences, elles sont là, les chiffres sont là, les gens sont là, les témoignages sont là, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Elle s'enferme dans des raisonnements absurdes d'une sociologie délirante en parallèle de ça, qui fait parfois des mathématiques une science blanche ou de l'astrologie une concurrente sérieuse à l'astronomie. Non, c'est une véritable histoire. Alors, si vous ne l'avez pas vu, il faut que vous alliez voir sur Internet la vidéo des universitaires américains, si vous parlez anglais, un jour il faut la traduire, qui ont piégé les facs aux États-Unis. Est-ce que vous voyez, vous connaissez cette histoire? Donc ce sont 3 sociologues, s'il y en a qui ne la connaissent pas, je la raconte. Il y a 3 sociologues américains assez calés, qui se sont dit... L'université, pas du tout politisée à droite, etc. C'est des gens qui font des papers sur des données scientifiques, de la data, ils sont pas là pour ça. Et ils se sont dit, c'est quand même dingue cette entrise du milieu woke dans les universités américaines, parce que c'est pas comme en France, attention, là-bas, c'est pas un délire. Et ils se sont dit, on va s'amuser à pondre des papers. Pour eux, avec leurs 20 ou 30 ans d'études universitaires supérieures, un paper de 4e année, ça se fait en une semaine, etc. Et ils en ont pondu 80, je crois. Et ils se sont filmés pendant 1 an à envoyer les papers dans les universités américaines les plus gangrénées par le wokistan et à voir les accueils qu'ils avaient. Donc ils ont commencé, tu l'avais pas vu ça? Avec une unité, donc une étude sociologique sur le comportement sexuel oppressif des canidés dans le parc animalier de Portland. Où ils se sont aperçus que les canidés blancs avaient une tendance à pratiquer des coïts non consentis par les canidés noirs. Non mais ils ont fait ça. Ils disent eux-mêmes avoir observé les comportements sexuels de plus de 12 000 chiens en 3 ans. Ils ont tout inventé de A à Z et le truc a été validé comme étant génial. Et tu les vois, paper après paper qu'ils envoient, se filmer en train de dire c'est pas vrai, on est pris, non c'est une blague, et ils s'éclatent de rire entre eux. Le making-of est à pleurer. Alors il y a une étude aussi qui dit qu'il faut remplacer une partie des enseignements dans les facultés scientifiques, donc d'astronomie, par de l'astrologie, qui est une science plus proche des milieux natifs et queer. Voilà, parce que ça se vaut. Donc il faut remplacer. Et ils ont poussé un truc aussi, ils ont fait une étude sur comment est-ce qu'on peut, ils ont commencé, c'est la 3e phase à s'énerver un peu, soigner l'hétérosexualité des hommes en couple par l'utilisation de sextoys. Et ils ont terminé avec leur coup d'essai, et ils se sont fait gauler, mais gauler après coup. C'est-à-dire que l'université avait dit c'est génial, et il y a eu un miracle, quelqu'un s'en est aperçu avant le coup de tampon final. Ils se sont dit à la fin, on n'en a plus rien à foutre, on va faire une étude sur comment l'économie américaine est gangrénée par le patriarcat hétérosexuel blanc. Ils ont pris 18 pages de Mein Kampf, ils ont remplacé juif par blanc, Allemagne par États-Unis, et c'est passé. Voilà. Crème. Tu regardes le truc, c'est incroyable. Et si vous comprenez pas l'anglais, il y a un article de Marianne qui le résume en français, mais vous n'avez pas la trappe des vidéos. Et c'est absolument délirant. Donc j'ai vu tout ça partir, bien sûr l'universalisme, parti à droite, cette grande idée de la gauche qui est aujourd'hui elle aussi considérée comme un cache-sexe du racisme, le seul qui existe, paraît-il, soit dit en passant. Quant aux confrères de radio et de télé, rares sont ceux qui ne se vautrent pas dans l'oisiveté provoquée par un amoncellement toujours plus important de subventions publiques, histoire de masquer la boutique et de faire croire qu'il y a des gens qui aiment les chansons de Monsieur Fromet ou les chroniques de certains collègues. La laïcité à droite, ça je pense que c'est ce qui m'a le plus sidéré. Alors j'ai pas de complexe à parler d'islamo-gauchiste parce que je suis depuis des années, notamment grâce à un monsieur qui est là, avec qui on a beaucoup parlé du sujet. J'ai été un des premiers à parler d'islamo-droitisme quand on n'en parlait pas aussi.
Parce qu'il n'y a pas que la gauche qui a acheté la paix sociale à coup de subventions, la droite n'a absolument rien à donner en matière de leçons. Et je rappelle que le CCIF, le CFCM, la déstabilisation du Moyen-Orient, où on file les clés du Moyen-Orient au Qatar et à l'Arabie Saoudite, c'est un monsieur qui s'appelle Nicolas Sarkozy. Donc je pense qu'à partir de là, quand on fout en l'air les deux principaux régimes laïcs du Moyen-Orient, qu'on file les clés de la boutique au Qatar, qu'on fait rentrer les frères Muses et qu'on leur autorise à cramer des tapis Napoléon et qu'en plus de ça on fait tout à grands coups de subvention, on ferme sa gueule et on donne pas des leçons. Ils ont tous fait pareil et personne n'est exonéré de responsabilité. Mais l'islamo-gauchisme, c'est aussi une réalité qui fait qu'aujourd'hui, je vois ce discours de plus en plus, ce discours laïque, de plus en plus critiqué à gauche. Et puis, le plus étonnant, le cul est parti à droite. Le cul est parti à droite, je reviens aux soirées chiantes. Mais non, mais alors ça se voit pas forcément de prime abord parce que la droite aussi fait de la taquia. Donc à gauche en général, voilà, non mais c'est vrai, c'est des islamistes qui se font passer pour des républicains. À gauche, à droite, c'est plus subtil. C'est des mecs qui se font passer pour des cathos alors que c'est tous des païens. Mais toute la droite dissidente française est païenne depuis 2000. Faut que Soral arrête d'escroquer les gens, faut que tous ces gens arrêtent d'escroquer les gens. Ce sont des partouzards païens avec une idée païenne, une vision de l'homme païenne, et qui se contraignent par, je pense, intérêt de communauté à ce qu'ils ne sont pas. Voilà. Mais le cul est parti à droite, tandis que ça baise à droite. Hein. Il y en a qui baisent beaucoup. Les soirées Némésis, je vous conseille. Et puis à gauche, ça t'explique comment il faut baiser maintenant. Ceux qui ont suivi l'affaire Astronogeek, par exemple, il y a une façon safe. Alors bien sûr, on comprendra la volonté d'empêcher les harcèlements et les comportements déplacés. Intention qui pourrait être plus facilement honorée si la gauche n'était pas la première à ne pas appliquer ses principes quand son propre camp est touché. Hashtag DS Coquerel. Qu'on appelle comme ça depuis 10 ans, hein, au PG. Hein, c'est un secret de Polichinelle, Coquerel. Notre ami DS Coquerel, ou Coquered, pour les gens qui, pareil, étaient là à l'époque. Exactement. Visiblement, une partie de la gauche t'explique maintenant comment il faut baiser. Donc il y a eu l'affaire Astronogeek. Astronogeek, c'est un confrère qui expliquait qu'il avait pour fantasme avec sa compagne de se réveiller mutuellement le matin par un acte de pénétration, bien évidemment consenti. Vous vous en doutez, il a été mis au banc de YouTube puisqu'il est un violeur. Les formulaires de consentement, ça commence à arriver. Il y a des nanas dans des soirées qui vont les exiger. Je préfère les autres soirées. Je suis désolé, vos trucs, ça m'emmerde. Et ça arrive. Donc, et ça ne fait que commencer, et je conclurai là-dessus, puisque j'ai eu la chance d'assister à un safe space qui est probablement la raison du sujet, de mon choix du sujet de ce soir, La France est sauvable, il y a 2 mois de ça, qui m'a terrorisé sur Internet, et qui est très significatif de ce qui va se passer. C'est un space qui a été pas mal relayé, je ne sais pas si vous l'avez vu, entre les 2 tours, quand il y a eu toute la gauche de YouTube qui a dû essayer d'expliquer à son public qu'il fallait voter Emmanuel Macron. Peut-être cette période très compliquée pour eux professionnellement. Beaucoup de gens ne répondaient plus au téléphone. C'était très très dur. Et donc ces gens-là ont fait un space. Et il y avait un space où tu avais toute la nouvelle gauche d'Internet qui essayait d'expliquer pourquoi il fallait voter impérativement Emmanuel Macron. C'était très important parce que Macron est un libéral, paraît-il. Pardon. Mais pas un fasciste. Pardon. Critère objectif du fasciste, il coche toutes, mais bon, c'est pas grave. Et donc à la fin, il y a une conversation qui m'a sidéré, je fais une petite parenthèse là-dessus, où tu as donc un type qui arrive, qui est là, et qui commence à te balancer cette espèce, parce que c'était un contre-feu intellectuel, de la créolisation. Cette blague dont plus personne ne parle aujourd'hui, qui était censée être un narratif de gauche, à l'idée de grand remplacement que Zemmour nous avait ressorti de derrière les fagots. Puis personne ne parle de ce truc-là. Et puis il y a un militant qui commence à dire oui, machin, parce que ça commence à parler d'indigénisme à la FI. Oui, la créolisation, de toute façon, on l'a bien imposée dans le débat public, on est tous pareils, on est tous métissés, on va tous se mélanger. Et là, t'as un Renoir qui lui coupe la parole. Un mec qui venait juste avant de défendre Mordicus, Bétillon, tous les identitaires du Telja, de FI dur, tu vois, tous ces gens qui disent Mélenchon est une prise de guerre, et qui coupe cash, et qui commence à insulter le gars. Il dit, mais attends, tu crois qu'on en veut de votre truc de blanc, là? Tu crois que je vais m'assimiler avec toi? Mais on a commencé, il dit le mec, on a commencé le ménage avec Kuzmanovic, mais on va le finir avec vous. Tu crois qu'on a envie de votre truc de suprémaciste blanc? La créolisation, vous allez laisser faire, mais nous, on veut notre religion, notre culture, nos endroits. Et tu vas fermer ta gueule. Et la deuxième phase, c'est vous.
En fait, le délire de ils vont dégager les souverainistes de l'AFI, c'est déjà saut 2010 en fait comme débat. La réalité, c'est que c'est les mecs qui ont fait le baissage de froc de la créolisation, qui étaient des laïcards au départ, hein, qui ont fait ça par compromis, parce que contrairement à ce que dit la droite identitaire, non, la créolisation n'est pas la façon cachée de Mélenchon d'appeler le communautarisme. Je pense qu'il a vraiment voulu trouver quelque chose qui était un juste milieu, et que ces mecs-là qui ont fait un compromis, hein, qui n'arrivaient pas à défendre leur truc, qui ont passé des mauvais moments sur les plateaux télé, vont se faire traiter de racistes parce qu'ils défendent la créolisation et le métissage. Et c'est ce qui va arriver dans un prochain temps. Donc moi je suis pas très optimiste pour la gauche, c'est vrai. Et c'est de là que partait mon interrogation. Alors, je me doute que pour des gens qui sont habitués comme vous à des débats du cercle, ce qu'on va dire, ce que je vais dire en tout cas ce soir ne sera pas forcément d'un haut débat, d'un haut niveau intellectuel comparé aux gens que vous avez l'habitude de recevoir, parce qu'encore une fois, c'est pas mon métier. Donc, je vais faire un truc, je vais dire quelque chose, je vais développer quelque chose de faux. Comme ça, ce sera plus simple, dans le but que tu me contredises. La France est foutue. Je pense, et je me pose la question, et je me ferai l'avocat du diable, de savoir si elle est sauvable. Alors on est tous des gens qui croyons, qui voulons que ça change. Je pense qu'ici, personne au fond de lui n'a pas sincèrement l'envie que ce qu'on pourrait qualifier de peuple profond, de gens qui, comme allez, on va donner un bon point en frais cette fois-ci, qui subissent l'exercice du pouvoir politique. Personne ici ne veut pas que ces gens-là reprennent le pouvoir. Mais est-ce qu'on n'est pas en train gigantesquement de se mentir? Alors je ne cache pas que mon ardeur au combat a été limée avec le temps. C'est pour ça que j'ai été content quand tout à l'heure tu disais, je ne sais plus qui, ou on ne va pas le citer, il n'est pas comme nous, il n'est pas souverainiste, car je me définis aujourd'hui volontiers souverainiste, mais plus patriote. Je ne sais pas si je suis patriote. C'est un truc qui m'est venu dans un débat avec un identitaire de chez Sunrise. Le patriotisme, c'est pas une pépé du général de Gaulle sur Twitter. C'est la patrie ou la mort, c'est une idée. C'est d'être capable de mettre sa vie en danger, jusqu'à la mort, pour son pays. Alors je ne sais pas si c'est très à gauche, mais pour moi un pays c'est le peuple qui le compose. Ce sont les gens qui le composent. Je n'ai pas envie de mourir pour les gens qui composent la majorité de ce pays. Je n'ai pas envie de prendre le risque d'abîmer ma vie et mon droit à une vie à l'américaine, indépendante, individualiste et heureuse, pour des gens qui sont 80% en matière de corps social à me haïr, et qui arrivent à faire des jonctions magnifiques pour me haïr, entre islamistes et gauchistes, entre identitaires et centristes. Ces gens me haïssent, je ne vois pas pourquoi je serais patriote. Je me suis posé cette question. J'espère que tu me contrediras là-dessus, et j'aimerais savoir si toi, justement, tu arrives à te sentir patriote avant que je développe ce truc-là. Enfin, la suite plutôt, parce que j'aurais plus vraiment à dire là-dessus, mais c'est aussi mourir pour un homme, la patrie. Alors, mourir pour Napoléon ou le général, c'est quelque chose. Je peux partir à Londres pour le général. Pour Macron, je traverse pas au rouge. En vrai, je te le dis pas, mais c'est vrai. Je me casse pas un doigt de pied. Je te jure. Tu te vois avec le fusil pour Brigitte, pour Jean-Michel, bam, tu peux pas le faire. Et comment est-ce que tu penses, toi, qu'il existe un moyen, et c'est la première question que je voulais te poser, d'où il y a de débat, est-ce que tu penses qu'il existe un moyen de conserver un patriotisme dans un pays dirigé et composé de médiocres? Tu vois, là, Alors attends, juste une chose. Quand je dis de médiocre, il n'y a pas de jugement de classe, de gens qui travaillent tout. Je dis, on va remplacer médiocre par de gens qui n'aiment pas la France, voire qui la détestent, dans leur majorité. Est-ce qu'on peut être patriote avec des gens qui te disent « Mais moi j'ai voté contre le fascisme parce que l'Europe de la paix... » Je peux pas quand t'as 80% de gens comme ça. Je peux pas, j'arrive pas à être patriote dans un pays qui a 75%, je crois, favorable au confinement. Voilà. Non, j'ai du mal. Comment tu y arrives? Alors, comment j'y arrive pour une raison? À part le bouddhisme. Non mais, ça va. Ça peut aider. Ça peut aider, mais il faut beaucoup de méditation quand... Oui. Tu vois, moi, Véran me fait méditer longtemps. D'ailleurs, il me fait méditer sur le sens que j'aimerais lui réserver, je médite beaucoup. Mais, objectivement, c'est quoi une patrie? C'est les morts, les vivants, les à naître. Il faut être très clair. C'est les sacrifices consentis ensemble pour que nous vivions mieux que nos pères. Et c'est ce que nous ferons pour ceux qui viendront après nous. Moi, à titre personnel, que la France soit dirigée par des traîtres,
c'est pas la première fois, ça fait des siècles que la bourgeoisie traîtresse met ses lieutenants. Alors parfois, elle est tombée sur un État national, hein, et un jour elle est tombée sur un mec qui s'appelait Richelieu, hein, il entre à La Rochelle, ils sont 26 000, et en part, ils sont 13 000. Donc, hop, le problème, c'est qu'il faut être très clair. Et, tu vois, là, on vient de sortir un des numéros de Perspective sur la souveraineté alimentaire. Et tu as un mystique chinois dont j'utilise la citation, qui est une phrase que je trouve très belle. Qu'est-ce que c'est le patriotisme, sinon la fidélité à la nourriture de notre enfance? Eh bien, c'est pas tout à fait faux. Moi, à titre personnel, je ne supporte pas que ce pourquoi les miens se sont battus, ont souffert, et je ne supporte pas de devoir léguer les yeux dans les yeux à mes enfants un pays moins libre que celui que les miens ont combattu, pour lesquels les miens ont été torturés, pour lesquels les miens ont hurlé dans la nuit. Et je refuse, je le dis. Et là, pour le coup, c'est quelque chose qui donne de l'ardeur au combat. J'aime suffisamment la France pour pouvoir dire une chose très simple quand j'ouvre la télé. Tu vois, je vais donner un exemple. Christophe Barbier, moi c'est mon truc. C'est l'écharpe, c'est des tatouages. Il y a quelque chose qui grosse concurrence déloyale. Il y a quelque chose qui passe qui passera un jour entre moi et cet homme, c'est sûr. Mais là, tu vois, je me dis, toi, t'es une souillure dans l'histoire de mon pays, et tu n'es pas la première. Tu n'es pas la première. Et tous les traîtres qui t'ont précédé sont des notes de bas de page de l'histoire de France. Tu n'es pas le premier. Ça fait des siècles que vous voulez qu'on disparaisse. Et ça fait des siècles qu'on est toujours là. Et à titre personnel, ce n'est même pas la manière dont la France est dirigée. Je vais vous donner un exemple tout bête. Si on doit juger que par la classe dirigeante, alors pourquoi 200 000 hommes se sont battus dans l'ombre entre 40 et 45 ? Si tu veux, c'est aussi simple que ça. Pour un autre peuple. Pourquoi Non, parce que c'était un peuple qui avait 1 million d'otages, c'était un peuple qui était terrifié, c'était un peuple qui avait, comme disait Pierre Laval, qui avait ce dessus de cheminée irremplaçable, c'est comme ça qu'il l'appelait Pétain, et bien, néanmoins, il y a eu 200 000 hommes qui se sont battus. Or, voyez tous les actes et tous les hommes qui, dans votre quotidien, les hommes et les femmes, bien évidemment, qui méritent que vous vous battiez pour eux. Je vais vous donner un exemple, un chiffre tout bête. Dans ce peuple qu'on dit qu'il abandonne tout, qu'il en a rien à foutre de rien, bien vous avez 1 million de Français, 1 million, 1 sur 65, qui a renoncé à sa vie économiquement pour devenir un aidant. C'est-à-dire des gens qui bousillent leur santé, parce que je suis du milieu médical, l'aidant vieillit encore plus vite que la personne qui l'aide, et bien qui aident leurs parents, leurs frères, leurs enfants. Vous avez encore des gens qui portent l'uniforme, ce qui n'est pas le cas de la plupart des pays européens. Vous avez énormément de braves types en France qui veut dire... Je vais vous donner un exemple. À chaque crise que la France vit, là on vient d'en vivre 2, coup sur coup. Gilets jaunes, mouvement anti-pass. Et bien grâce au mouvement anti-pass, on s'est rendu compte qu'en France, il y avait des mecs comme Perron, il y avait des mecs comme Raoult, il y avait des mecs comme Fouché. Moi j'aime bien Fouché. Tu vois, alors que le mec, il n'a pas une profession facile, enfin il est réanimateur, quoi. Le mec va chercher les gens aux frontières de la mort, quoi. Il n'y a plus, comment dire, il n'y a plus Champomy-Cotillon comme métier, vous voyez. Bon. Or, à chaque fois que la France vit un passage à vide, on se rend compte que dans les échelons inférieurs, il y a des tas de braves mecs. Le seul problème qui se pose, c'est pourquoi les braves mecs sont à N-2, sont à N-3, sont à N-5. Et pourquoi Véran est N+1. Il est notre nouveau porte-parole. Non mais, vous voyez, or... Du gouvernement. Après, je comprends les tentations. Il y a la tentation du départ et il y a la tentation du « j'en ai rien à foutre ». C'est une occasion que tu répondes à cet argument, parce que voilà. C'est vrai que c'est un truc qui a été très dit par les identitaires. Je veux que ce peuple survive, bien sûr, oui. mais l'individu en tant que tel est compliqué aujourd'hui. Le problème, c'est que quand tu veux que les gens se dépassent, il faut qu'ils aient un environnement qui les force, non, mais qui les pousse. Si tu veux, le problème, c'est qu'on a demandé, pas uniquement aux Français, à la totalité des peuples occidentaux, de se définir par l'homme autoconstruit. Avant, moi je le vois quand je vais vivre en Asie de temps en temps, avant de se définir personnellement, ils définissent un « nous ». Et c'est pas du tout par soumission, c'est pour avoir des assises. Or, tu as des personnalités d'autant plus fortes que tu as un collectif fort. Aujourd'hui, on a le culte de l'individu monade, mais c'est quoi une monade ? C'est un individu qui est tout seul, qui, comme il est tout seul,
il est grégaire, parce qu'en réalité, comme il cherche de la chaleur, dès qu'il voit quelque chose, il l'imite, parce qu'il n'a pas de personnalité, et qu'il n'a pas de répondant. Il est sa seule référence. Et évidemment, comme il est tout seul, il est pétochard. Et comme il est pétochard, eh bien, Darmanin peut lui faire peur. Non mais voilà, si l'échelon... il faut expliquer les choses. Non mais si l'échelon de la peur, c'est Darmanin, ça veut juste dire qu'on a détruit le courage... Didier Allemand est le mec le plus flippant de France. Non mais voilà. Problème. Non mais et je pense que mine de rien, à chaque fois, quoi qu'on en pense, si on fait ce qui compte, c'est-à-dire de la sociologie de l'histoire comparée, on peut se désoler des Français, mais il y a peu de peuples occidentaux qui valent mieux, déjà et d'une. Il suffit de voir ce qui s'est passé. Je vous donne un exemple simple. Quoi qu'on en pense, il y a moins de 5% de gamins qui ont été tamponnés pendant la crise Covid en France. Vous passez une frontière, quelle qu'elle soit, y compris celle de nos amis italiens et espagnols, on a 40%. Ok ? Donc, le problème des Français, c'est qu'ils ont perdu le sens de l'affrontement et qu'ils réagissent à la soviétique. Moi, j'ai eu l'insigne, un des grands honneurs de ma vie, c'est d'avoir été formé intellectuellement, entre autres par Jacques Sapir. J'ai pu travailler sur la transition post-soviétique. Or, c'était quoi la Russie soviétique? C'était des mecs qui faisaient da, 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 toute la journée. Da, da. Oui, oui. Et qui faisaient rien. Ben, les Français, c'est ah oui, non, mais je vais me faire une attestation, je vais chercher des carottes, signez-moi. Et donc, non mais, et néanmoins, quand on voit les résultats, les Français se sont bien moins vendus les uns les autres que certains autres peuples. Moi, je vis à 2 pas de la frontière allemande, je les ai vus, les peintures blanches sur les commerces, interdits aux non-vaccinés, aux chiens. Ça m'a rappelé des souvenirs. Hein, mais il y a des peuples qui sont doués pour les remakes. Et mais vous voyez, mine de rien, le problème c'est que les Français ont peur de l'affrontement physique avec le pouvoir. Ça c'est vrai. Mais par contre, eh bien, ils font comme certains animaux, vous voyez, qui une fois dans la gueule du prédateur font les morts. Et le prédateur finit par les lâcher parce qu'il dit je l'ai pas buté. S'il est cané, c'est que la viande est pourrie. Voilà. Mais ça, c'est historiquement quelque chose de très français qu'on a vu pendant la Résistance, et que le peuple français a un génie pour effectivement constituer un réseau de désobéissance massif, mais qui ne peut jamais renverser les choses. Il ne peut que préparer l'arrivée d'un renverseur de pouvoir. Alors, si tu veux, c'est possible, mais faut bien voir une chose. C'est que quand tu vois ce qui a été le bilan de ces années-là, il faut être très clair que tu vois, Eisenhower avait chiffré que la résistance française avait été l'équivalent de près de 10 divisions. Ouais, c'est ça, donc si tu veux, Eisenhower n'était pas tout à fait un mec en carton. Or, si tu veux, le vrai problème qui se pose à nous, c'est comment les Français n'ont pas encore envie de s'affronter avec le pouvoir, ils veulent vivre à côté. Il y a une tentation plutôt sécessionniste dans une part des Français. Et ça, il faut y répondre. Oui. Là, il faut, comme à chaque crise populiste, moi je rappelle souvent que l'un des plus grands théoriciens du populisme est français. Alexandre Dorna, un mec que la gauche a totalement oublié, qui est pourtant encore en vie, et qui était pour vous dire que c'est un mec qui manquait pas de courage, il était le chef des étudiants chiliens progressistes, il avait 20 ans quand Pinochet prend le pouvoir. Donc c'est quelqu'un à qui on a fait un massage avant qu'il quitte le pays. Ah oui, c'est pas l'occupation de la fac de Jussieu. Avec le chien là, comment on a les grands soirs qu'on peut. Hein. Voilà. Donc, et il faut être très clair, le pouvoir viendra chercher les populations. Ça, j'en suis persuadé. Oui. L'acte de trop, c'est toujours, dans une crise populiste, le pouvoir qui le fait. Ils iront chercher les populations. Ils iront. Parce que, c'est leur pente profonde, parce qu'ils ont un projet de nous nuire. Ça, il suffit de les écouter. L'avantage de maintenir Véran comme porte-parole, c'est que lui, au moins, si tu veux, les mots lui sortent de la bouche, donc il va avoir du mal à le cacher. Mais, même techniquement parlant, le système sur lequel ils sont assis est d'une telle fragilité qu'ils n'ont pas le choix que de frapper et de rançonner les populations. Ils n'ont plus le choix pour que le système se maintienne. Ils viendront nous chercher. La seule chose, c'est où pouvons-nous masser suffisamment de force pour permettre aux Français de faire un peu de sécession. Et le pire, c'est qu'ils le font d'eux-mêmes. Je vous rappelle qu'il y a entre 50 000 et 80 000 Français par an qui quittent le circuit productif pour aller dans
des filières économiques capitalistes, créatrices de richesse, mais non comptables par la comptabilité nationale. Économie sociale et solidaire, permaculture, tous ces trucs-là. C'est-à-dire qu'il y a près de 50 000 personnes qui disparaissent par an. Par an. Ça veut dire qu'il y a toute une part de la société française qui déjà s'organise pour ce qui va arriver après. La seule chose, c'est que le moment du choc, c'est les minorités les plus motivées et les plus organisées. Et ça, c'est vraiment la question. Alors, l'enjeu, les choses dont je voulais qu'on discute ce soir, effectivement, c'était pas tant est-ce que la révolution va arriver ou pas, c'est qui va la gagner. Parce que je pense effectivement, comme toi, que la révolution va de toute façon se faire. Elle va se faire pour plusieurs raisons. La première, c'est que on a fait un très bon entretien d'Éric Anceau, qui te salue d'ailleurs, qui nous en a parlé. Éric Anceau, oui. Quelqu'un de très bien. J'ai eu une interview, on en a parlé c'est un grand historien du Second Empire. Oui, et un spécialiste de l'histoire des élites françaises depuis le XVIIIe siècle. On a défini pendant 2 heures ce que c'était que les élites, et ça sortira bientôt, c'était passionnant. Je pense que les conditions historiques de la Révolution sont réunies, les conditions anthropologiques de la Révolution sont réunies. Oui, je vais vous faire chier avec René Girard. Nous avons dépassé le seuil de tension mimétique qui rend le renversement inévitable. Donc je ne vais pas refaire 10 ans sur René Girard. Nous sommes en phase de conflit, nous voulons tous la même chose, nous sommes trop nombreux pour y arriver, et nous sommes en train, pour dépasser ce chaos généralisé, de passer du tous contre tous au tous contre un. Et nous sommes en train, en ce moment, nous sommes dans une société pré-renversement des rapports girardiennes qui cherche son bouc émissaire. Est-ce que ce sera le blanc prolo ouvrier qu'on voit dans les clips de prévention contre le viol de Marlène Schiappa? Est-ce que ce sera le jeune beurre de cité qui se prend les sorties de Gérald Darmanin versus Marine Le Pen? Cette gigantesque date masquée en débat politique. Alors franchement, je sais qu'on voit toujours le verre à moitié plein ou à moitié vide. Je pense que le gouvernement n'a pas tranché. Je pense que nous avons un gouvernement d'opportunistes. Je pense qu'il est capable de stigmatiser autant les uns que les autres, et que celui qui gagnera la bataille culturelle aura le gouvernement avec lui. Et que oui, Emmanuel Macron, qui vante les mérites du féminisme d'une femme voilée, peut dire, juste avant ou juste après, que le voile est contraire à nos valeurs. Le même Emmanuel Macron qui loue les mérites de l'immigration peut également être l'allié du boucher des Grands Lacs. Le même Emmanuel Macron peut abandonner toutes ces idées. Et il y a un discours, j'en suis persuadé, LREM, à disposition pour une reprise concrète de pouvoir de la part des communautés, on va dire, plutôt blanches d'un point de vue identitaire. C'est clair, il est prêt, il est là. Et c'est pour ça que je dis souvent aux identitaires, arrêtez de vous masquer derrière le truc du « on était là avant, donc c'est normal que la France soit comme nous ». Ça n'a pas marché pour les Aztèques, ça n'a pas marché pour les Mayas, ça n'a pas marché pour les Algériens. C'est une bataille culturelle, le meilleur va gagner, comme tu le disais. Arrêtez, il n'y a pas de chat perché, il n'y a pas de totem d'immunité, ça n'existera pas. Vous faites de la production culturelle, vous gagnez. Vous ne faites pas de production culturelle, vous perdez. Et je pense que cette révolution, elle va arriver, quoi qu'il arrive, parce qu'il y aura renversement mimétique. Donc il y aura contrat social, puisque Hobbes nous avait prévenu, avant même Girard certes, mais il ne fait que souligner à quel point il nous avait prévenu, le contrat social n'est pas possible. Le contrat social est le nom politiquement correct du renversement mimétique, c'est-à-dire des gens qui sont les derniers, c'est biblique, qui deviennent les premiers, et qui rétablissent une autre pyramide et une autre échelle de valeurs. Alors nous appelons ça comme nous voulons, nous créons des grandes choses, et je crois que le summum de la manipulation mentale sera le jour où ils arriveront à nous persuader que nous avons fait la révolution. Vous n'êtes pas au courant, c'était hier, vous n'avez pas vu? Et Joe Biden, il est sponsor officiel de la révolution, BLM, Black Lives Matter, ils sont soutenus, vous l'avez fait, c'est bon, c'est changé. Et je suis, alors c'est un peu complotiste, hein, mais je suis persuadé que... T'es plus à ça près. Black Lives Matter, à part donner une baraque à leurs dirigeantes, ils ont fait quoi? Rien. Il y a des gens qui sont persuadés qu'ils ont changé le monde. Greta Thunberg, elle a pris 2 fois le Zodiac, elle a changé le monde. Donc il y a des gens qui vont s'auto-persuader, par lâcheté, qu'ils ont fait la révolution, qu'elle a eu lieu, que c'était avant-hier, ça a même été sponsorisé par BFM. Joe Biden a soutenu, les people ont soutenu, et la révolution, elle va se faire. Je pense qu'ils peuvent nous faire le coup de ce truc-là. Et tu sais, moi, je serais un vrai salopard.
Tu sais, je voudrais vraiment mettre en place le projet européen. Tu sais, façon 1926, je vais rien dire aux gens, je laisse préparer le truc à l'avance. Moi, je dirais, ok, narratif très simple, je filme, vous avez mis Macron dehors. La fin des vieux monarques étatistes éloignés du peuple est terminée. L'ère du peuple libre européen a sonné. Vous n'avez plus besoin de ces dirigeants locaux qui sont corrompus, qui vous ont niqué. Et regardez le peuple qui a monté l'Élysée, qui a foutu Macron dehors. Un jour, ça en prime time sur BFM, c'est possible. Les gens qui disent bravo, on a fait la révolution. Maintenant, c'est l'Europe. C'est le progrès, c'est fini. C'est la fin de l'histoire, le retour. Le peuple de France a montré l'exemple au monde. Je délire un peu, mais je crois que c'est possible. Je crois qu'un jour, ils oseront nous faire ça. Les vieux souverains moyenâgeux dehors, les nouveaux leaders non démocratiques, parce que c'est mieux que vous quand même, non populistes donc, à la place. Alors la question c'est qui gagnera ça? Le bloc bourgeois qui célébrera l'avènement de l'homo européus sur les décombres fumantes du monde d'avant. Je dis européus, je sais ça veut rien dire, mais il y a bien marqué Pater Europae au Parlement européen, donc on peut faire ce qu'on veut. Visiblement avec le latin en ce moment, donc ou un bloc souverainiste, teinté politiquement d'un côté ou de l'autre, à condition qu'il le soit vraiment et qu'il n'ait pas tout abandonné pour passer du point levé au tapis de prière. Toute autre question me semble subsidiaire. C'est l'enjeu de la patrie, l'enjeu de la souveraineté qui est au centre. Maintenant, on peut se poser la question de comment elle se fait, la révolution. Est-ce qu'elle est possible structurellement aujourd'hui? Alors, elle se fait par deux façons, par les urnes ou par les burnes. C'est très Soral. C'était un peu ça, c'était un peu Soral. Faut le savoir. Ça doit être écrit dans un livre. Ça doit être écrit, c'est possible dans un de ces livres, il faut le vérifier. Il faut le savoir. Alors il y a deux moyens, les élections ou la révolution. Les élections, j'aimerais qu'on parle de chacune d'entre elles. Mon point de vue de base, c'est un point de vue abstentionniste. Je ne l'ai jamais caché, je suis de base abstentionniste. Pourquoi? Parce que, pour moi, les élections sont truquées en France. Oui, je sais, c'est très complotiste, mais si je ne pensais pas ça, je serais un salaud. Une personne qui se dit « je ne vais pas participer à un geste qui pourrait changer le destin de millions de personnes », la seule raison valable intellectuellement de le faire, c'est d'être persuadé que ça n'a aucune influence sur la vie de ces dites personnes. Sinon, tu es un enfoiré de ne pas te lever un dimanche matin. Donc oui, toute personne qui est abstentionniste et qui n'est pas un salaud le fait parce qu'elle pense que structurellement, les élections ne sont pas un processus démocratique viable permettant d'amener à un changement. Voilà pourquoi c'est pas une position de principe, il m'amène aussi de modifier cette position en fonction des scrutins électoraux divers, des élections, pour parfois aller voter. Maintenant, pour deux raisons, parce que je peux avoir envie de me positionner, et deux, parce que il faut, au bout d'un moment, quand on théorise un petit peu les luttes, arrêter de partir de pétitions de principe qui disent « moi, je pense qu'on obtient la révolution par la rue et pas par les urnes ». Les méthodes ne s'opposent pas, tu peux mettre des billes sur tous les chevaux, ça coûte pas plus cher de bien manger, c'est gratuit. Donc tu peux le faire. Maintenant, quand je dis que les élections sont truquées, c'est pour plusieurs raisons. Et je vais les exposer rapidement parce que je ne chercherai pas, je pense ici, à convaincre au grand monde. 1. Les règles du jeu sont défavorables dès le départ. La modification du système de parrainage, dont on nous vante sans cesse qu'elle est une volonté directe du général de Gaulle, est une usine à envoyer out tous les petits candidats. Je rappelle le général de Gaulle, si je ne dis pas de bêtises, c'est 100 parrainages anonymes, nous sommes aujourd'hui à 500 parrainages publics, ce qui pose d'énormes problèmes que chacun comprendra aisément. Le scrutin, le mode de scrutin, particulièrement pour les élections législatives, qui sont très problématiques et qui ne sont pas faits pour donner un avantage structurel aux partis qui n'appartiennent pas au bloc bourgeois central. C'est pour ça que 80 du RN, avec les règles du jeu là, il y en a qui s'en sortent bien. Il y en a qui s'en sortent très très bien. La nature même des comptes de campagne, on avait fait une campagne européenne avec Tatiana Ventose, c'est à mourir de rire, c'est infaisable. C'est absolument infaisable, personne ne vous prête. On vous annule votre compte 3 semaines avant, c'est 6 mois d'attente pour la Banque de France, vous êtes niqué, tout est fait structurellement pour que vous soyez baisés, et on rajoutera des tentatives d'ailleurs de tricher avec les règles quand elles ne sont pas assez dégueulasses à l'origine. Personne ne se souvient de la tentative de circulaire de Christophe Castaner pour les élections municipales de 2015-2014 ou pas 2014, 2015, 2017, je sais que c'était quand les dernières municipales 2020, pardon, oui, 2020. Donc la circulaire Castaner qui faisait que toutes les communes de moins de 90 000 habitants ne recevaient pas de couleur politique. C'est-à-dire que 97% des communes de France devenaient neutres et sans étiquette. C'est-à-dire qu'il n'y avait que les grandes villes qui comptaient. LREM était à 83%.
Le Monde Réel, ils ont fait 7, si je ne dis pas de non, 14, un truc comme ça, enfin, un score lamentable. Voilà le Réel, je te multiplie par 8. On pourrait souligner aussi les récentes magouilles de Darmanin aux dernières élections législatives, pour le coup, qui a refusé de donner des couleurs politiques cohérentes à des mouvements politiques pourtant structurés. C'est ainsi par exemple que le mouvement de mon ami Georges Kuzmanovic, République souveraine, a vu chacun de ses candidats qualifiés politiquement différemment, allant de l'extrême gauche à l'extrême droite. Alors inutile, comme par exemple Pedro, qui était venu parler chez nous, quand vous êtes, inutile de vous dire à quel point quand vous êtes par exemple candidat dans la commune de naissance de Georges Marchais, et que vous êtes présenté comme droite dure souverainiste, dans une commune où le meilleur score historique d'un parti de droite, extrême droite incluse, est 7% depuis la Libération, c'est impossible. Donc, les règles du jeu sont défavorables et truquées à volonté. Deuxièmement, il y a un plafond de verre. Je pensais que ça ne marchait plus. Je ne vous le cache pas, je pensais que ça ne se marcherait plus, mais non, il est toujours là, il marche très bien. Visiblement, Olivier a mis un petit coup de résine spéciale, et là, le plafond de verre marche absolument magnifiquement, puisque une grande partie de la gauche française, je pense notamment à Jean-Luc Mélenchon, continue d'utiliser cette arme, alors qu'il sait pertinemment, en tout cas je l'espère, je ne pense pas qu'il soit à ce point naïf, qu'à la seconde où il se retrouverait dans un second tour, cette arme sera utilisée contre lui avec une aisance sidérante. Les éléments de langage sont prêts, le retour du péril rouge, c'est totalement prêt, et il va falloir arrêter de jouer les hypocrites, et c'est d'autant plus dépassé quand tu as quand même pour cadre essentiellement voilà, quoi, des islamistes, des racailles, des fraudeurs de HLM, des psychanalystes à demi pédophiles, des débiles, des violeurs et des roux. Oui, c'était gratuit. Et l'influence des médias, 9 milliardaires qui contrôlent 90% de l'information, qui choisissent aujourd'hui leurs candidats comme on choisit des équipes de foot lors d'un mercato, ou en tout cas des joueurs de foot dans un mercato. Même le candidat patriote souverainiste, Éric Zemmour, est soutenu par Bolloré. Sans initiative privée, guerre de médias de droite et guerre de paroles de droite. Mais même si c'est Zemmour, même si Jeanne d'Arc revient, et je le dis souvent nationaliste, elle aura le petit sponsor Fly Emirates, le petit truc au champ sur l'armure. Vous n'y échapperez pas. La structure actuelle est telle. Ce poids des médias est un rouleau compresseur qui se sort à foison contre le FN. Ils ont été gentils avec Marine. En un claquement de doigts, ils ont switché. Avec leur arme de destruction massive préférée, les sondages. Vous avez tous probablement lu des ouvrages sur cette arnaque intellectuelle que constitue le sondage moderne. Et puis, effectivement, cette arrière-garde médiatique vieillissante de Christophe Barbier, de Jean-Michel Apathy, dont les gens s'apercevaient de l'escroquerie intellectuelle, sont maintenant secondés par des youtubeurs jeunes et dynamiques qui ont fait énormément de choses, notamment pour amener la NUPES là où elle est, c'est-à-dire nulle part, en tant que structure politique commune. Cette nouvelle bourgeoisie de YouTube, ces gens qui sont tous allés voter Macron. Tous. Je sais pas pourquoi. Ces youtubeurs de gauche qui se sont tous fièrement photographiés en allant voter Macron. Tous, qui dès le premier jour ont interdit ne serait-ce que la possibilité d'un débat sur la question, au nom de la défense des minorités noires, arabes, musulmanes. C'est ironique quand on sait que vous allez mettre un bulletin dans l'urne pour quelqu'un qui est quand même l'allié objectif le plus puissant, qui est actuellement le boucher des Grands Lacs, en Afrique. Monsieur Emmanuel Macron, qui soutient comme la France ne l'a jamais fait, Monsieur Kagame, qui a assisté aux funérailles de Idriss machin chouette là, tous les dictateurs du Moyen-Orient dont on attend toujours les réactions concernant le traitement des populations. Idriss Déby. Et voilà, merci. Emmanuel Macron qui est peut-être l'un des présidents les plus salopards de la France-Afrique qu'on ait eu en 5e, qui est une ordure infinie, mais il faut que l'étudiante en L2 de sociologie puisse porter son voile à l'université. Ces gens-là n'ont fait que témoigner du fait qu'ils ont beau reprocher à certains d'être trop nationalisme quand ils s'intéressent aux questions de l'identité. Des personnes noires, des personnes arabes, des personnes musulmanes, des personnes en situation de racisation, parce que oui, ça existe, ils ne pensent jamais plus loin que la France. Et oui, la liberté de la personne noire française de porter son voile est plus importante que la liberté du petit Africain de vivre sans se faire découper à la machette. Et ces gens-là font des choix, il va falloir qu'ils les assument. Oui, je grossis le trait, mais ils l'ont grossi. Ils l'ont grossi plus que moi, parce que pour ces gens-là, pareil, totem d'immunité, tous les gens qui ont voté Marine Le Pen en France sont des racistes, hein, tous. Par contre, eux ont le droit de voter Macron sans être macronistes. Il y a un miroir magique, ils se sont filmés. Mais jusqu'à peut-être l'avez-vous vu, mais moi, il y a quelque chose qui m'a choqué le soir du premier tour, c'est les réactions contre nos frères ultramarins, qu'on s'est rendu compte qu'ils avaient voté. J'ai vu des comptes LERM disant
vous allez voir ce qu'on va leur faire aux nègres. Hein? C'est incroyable. Non mais c'était monstrueux. Enfin, faut bien voir que la bonne gauche et évidemment l'extrême centre, mais bon que l'extrême centre déteste nos frères ultramarins, c'est normal et c'est stratégique. Puisqu'on veut les foutre en l'air, donc le préalable c'est de les détester et de leur faire détester le pays. Bien sûr. Avant de les larguer. Par contre, là quand ils ont vu les scores du front dans les territoires ultramarins, là, ils n'ont pas pu, parce que d'habitude, ils doivent maintenir le masque. Là, ça y est, le racisme est de retour. Et le racisme est de retour, mais attention. Est-ce qu'on a la réaction de Yann Barthès? Avec compassion. Est-ce qu'on a eu la réaction de Yann Barthès au score d'outre-mer? J'aurais été très intéressé. Oh merde, on a raté ça. Je me demande s'il n'y a pas eu un truc, une syncope. Et vous avez des trucs, évidemment, là par contre, nous avons quand même une vingtaine d'associations en France qui sont par la loi, je rappelle qu'on leur a délégué les lois entre autres la loi Pleven sur l'incitation à la haine raciale, et ces gens-là qui sont quand même très sourcilleux, vu que ce sont des gens sensibles, et dès qu'il y a un problème, ils attaquent en justice au moins 2 ou 3 personnes par semaine, sinon tout le monde va voir qu'ils ne servent à rien. Eh bien, vous avez vu qu'après le torrent de haine contre nos frères de Guadeloupe, de Martinique particulièrement, mais tous nos frères ultramarins, il n'y a pas eu un mec qui a été traîné en justice par les commissaires aux idées propres. Moi, à titre personnel, en 20 ans de milieu souverainiste, j'ai croisé les commissaires aux idées propres 2 ou 3 fois en 17e chambre correctionnelle. Pas encore pour moi, d'ailleurs. Mais parce que c'est sera mon témoin de moralité. Avec grand plaisir. Voilà, mais j'ai besoin d'une caution arménienne. J'ai énormément souffert. Pas un pli, je suis né en 83 dans une banlieue du 92, j'ai grandi en milieu communautaire, mais je peux trouver des gens, je crois, qui ont souffert. Bon, ça m'intéresse, faut que j'investisse dans la. J'ai des gens dans ma famille qui sont pétus, 15 € de l'heure, ils pleurent, ils ne s'arrêtent pas. Et je te jure, ils font ça. Mais ce n'est jamais plus cette attitude qui a eu lieu lors du second tour qu'une énième ressucée du fardeau de l'homme blanc, de cette gauche colonialiste qui est persuadée qu'il doit penser à la place des Africains, qu'ils soient du nord ou du sud du Sahara, qu'elle doit penser à la place de beaucoup de gens sur cette planète, mais particulièrement des Africains, et qui se permet de penser à sa place. Et cette gauche qui, aujourd'hui... avec compassion. Avec compassion, bien sûr, avec compassion. On a un certain sens du profit. Électoral, si possible. Et cette gauche qui d'ailleurs a un comportement encore plus, je fais une parenthèse là-dessus, et merci d'exister, qui est, parce que c'est toi qui me l'as appris, cette gauche qui aujourd'hui est quand même sur l'échelle internationale, sur la question du retour du fondamentalisme musulman, une anomalie planétaire. Il faut le comprendre. Quand la Syrie de Bachar se fait attaquer par Daesh, et que nous donnons des armes à Daesh, parce que c'est la réalité, le Parti communiste de Syrie demande à tous les partis communistes du monde de se ranger derrière Bachar, il y en a un qui refuse, c'est le français. Tout le monde est capable de pondre un rapport de 5 lignes qui dit « on n'aime pas Bachar, mais la laïcité c'est cool, signé les communistes, point ». C'est pas compliqué de le faire. Non, la gauche française a eu une putain a abandonné ces gens-là, qui ont été in extremis. L'honneur a été sauvé par Mélenchon et sa demi-couille. Mais non, mais parce que quand la Syrie se battait contre son électorat, il soutenait pas. Maintenant que c'est les Kurdes et que son électorat soutient, il est là, Méluche. Et il soutient, il dénonce Daesh en Syrie, il va niquer ta mère. C'était dès le début qu'il fallait le faire. Et tu auras toujours un connard d'identitaire de droite pour aller soutenir ce narratif de gauche. C'est les seuls moments de l'année, cette question de l'islam, où tu vois Sophia Aram et Daniel Conversano tweeter le même truc. C'est-à-dire que tu as 2 personnes qui partagent un tweet de Jean-Luc Mélenchon où il est à côté de Bachar el-Assad et « Ah, que voulez-vous? Plus de morts, plus de bombes, plus de radicalité islamique !» Mais t'as rien compris à la géopolitique du Moyen-Orient. Et cette gauche est une anomalie française. Il faut le hurler au monde, parce que c'est le seul moyen que tous ces gens qui empêchent ce débat d'avancer, les Bellatar, les hautains, les Tahabouaf, qui te disent, dès que vous avez une pensée critique de l'islam, vous êtes l'extrême droite. Non, je suis la gauche en Syrie, connard. Voilà. Et que Sayed Al-Khimni, que tu m'as fait découvrir, qui nous a quittés il y a quelques mois, c'est quand même la gauche en Égypte. Les discours officiels, Éric Zemmour, c'est de la pisse de chat. Le mec, il est devant une tribune, il dit... Il y a les caméras, c'est diffusé.
Je supplie la France de nous recoloniser. Ça, c'est ce que dit la gauche. On n'en peut plus, en fait. On n'en peut plus de ces gens-là. S'il vous plaît, merci. Vous avez combien de Leclerc? On dépanne. C'est ça leur discours. C'est ça le discours. Et qu'il faut expliquer à ces gens qu'en fait, toute la gauche, dans le monde entier, ou presque, la gauche non européenne, se positionne du côté des laïcs. Parenthèse terminée. Mais c'est quelque chose qui m'énervait beaucoup. Et qui était dans le fait de dire que la laïcité est partie à droite aussi, bizarrement, alors qu'elle n'a pas à y être en fait. Et c'est une anomalie française. Ailleurs, elle est à gauche. Enfin, ailleurs quand on sort de l'Europe. Donc cette nouvelle bourgeoisie qui est allée voter pour Emmanuel Macron, qui est un fait sociologique nouveau, hein, donc ça va bien sûr des plus prudents Cali, que tu connais, jusqu'au plus téméraire Dany Heraz, ou au plus... J'ai pas de nom, Mulch, qui va se filmer en train de mettre un bulletin Emmanuel Macron dans une urne avec un t-shirt Emmanuel Macron. Ça fait... Et qui se revendique marxiste révolutionnaire et qui trouve que Bégodeau est d'extrême droite. J'ai pas de mots sociaux. Alors j'appelle ces gens-là des Unterköck. J'ai trouvé ce que j'ai pu. Il a fallu définir un nouveau corps social. J'ai essayé de trouver un thème qui à la fois témoigne, si tu veux, de ma haine quasi fascisante, je vais pas mentir, à l'encontre de ces gens-là, avec peut-être un projet de déplacement de population, et peut-être un anglicisme qui a l'avantage de m'éviter les poursuites judiciaires et peut-être de me faire tomber dans une sorte de modernité. Mais c'est vrai que ce sont des Unterköck, parce que le mec, le cuck, il sait que sa femme le trompe, mais il porte pas le t-shirt du mec qui l'a baisé. Et aussi, il le fait, le mec. Il le fait, le gars. C'est incroyable. Et tous ces gens tiennent un autre discours qui, pour moi aussi, est un frein à l'élection, et je conclurai dessus, qui est un frein qui, même si on passe les règles du jeu défavorables, même si on passe le plafond de verre, si on passe l'influence des médias, si on passe le symptôme de toute cette nouvelle bourgeoisie qui va sauver cette bien-pensance, alors que putain, Dieudonné nous avait dit Internet c'était la dissidence. Pas du tout, c'est Julien Pan, tu l'as dans le cul. Et donc, c'est ça, et Nadia Dame, t'es baisé. Et en plus de ça, tu as un nouveau discours qui est sorti à la fin, dès qu'il n'y a plus de cartouches, c'est le complotisme, le conspirationnisme, le confusionnisme et son vaccin, le fact-checking, bien évidemment, 3 doses obligatoires tous les jours, qui ne veulent rien dire factuellement. Alors, le complotisme, ça veut dire quelque chose, tu l'as pris, complotiste, mais bon, si jamais tu sors la tête de l'eau et que le plafond de verre suffit pas, il y aura complotiste. Alors, complotiste, c'est quoi? C'est uniquement, vous pouvez tous être complotiste ce soir, sauf si vous êtes bourgeois et que vous appartenez au bloc central. Est-ce qu'il y a des gens qui gagnent plus de 10 000 € par mois? Vous n'êtes pas complotiste. Le complotisme est une arnaque intellectuelle qui n'est réservée que aux gens pauvres. Alors, je ne vais pas développer sur l'arnaque du complotisme, j'aurais pu faire 2 heures là-dessus, j'en ai 2 heures d'écrites d'ailleurs. Mais le complotisme, je ne sais pas si vous avez remarqué, par exemple, il y a une personnalité en France qui est probablement la personnalité la plus complotiste de la vie politique française. C'est une personne qui a accusé, qui a commis des illégalités, hein, et qui, pour se défendre de ces illégalités, a attaqué à la fois la Russie, l'Arabie Saoudite, le Qatar, une vieille dame, la gauche, les musulmans. Si ça n'avait pas été déposé par Dieudonné, probablement le Mossad. Ce monsieur, c'est Nicolas Sarkozy. Ce type a accusé la terre entière d'être responsable de ce qui lui arrive. Il est la définition même du complotisme politique délirant. Vous ne trouverez jamais un papier, même Libération inclus, qui dit que Nicolas Sarkozy est un complotiste. Ça n'existe pas. Vous ne trouverez jamais de papier disant que Gérald Darmanin est complotiste. Vous ne trouverez jamais de papier disant que Emmanuel Macron, bourgeois paranoïaque, enfermé dans son bunker, accusant la terre entière de tous les maux jusqu'à l'irrationalité la plus consommée, est complotiste. Le complotiste est toujours une personne qui se situe au-delà du bloc bourgeois, PS, républicain. Il n'y a pas de gens de droite complotistes, il n'y a pas de gens de gauche complotistes. Il n'y a que des extrémistes complotistes. Tout le temps. Trouvez-moi un paplard qui dit François Hollande est complotiste. Emmanuel Macron est complotiste. Ces gens sont complotistes. Emmanuel Macron a une structure mentale paranoïaque et complotiste. Il a un discours et une rhétorique complotiste. Il n'est pas complotiste. Et au cas où ça suffise pas, le confusionnisme. Alors là, c'est... Je sais pas qui est la personne, donc Joker. C'est complètement ça. Dernière utilisation du mot que j'ai vu tout à l'heure sur Twitter, la tronche en biais pour refuser un débat avec Étienne Chouard, qui ne lui avait même pas été proposé d'ailleurs. Son confusionnisme est cancérigène. Ou radioactif, un truc qui fait très très peur.
J'aurais pu dire AstraZeneca, ça aurait été pareil. Mais confusionniste, c'est... Je me suis pas trop intéressé aux idées du mec, je sais que c'est pas super bon pour mon image de l'avoir en interview, donc en fait, vu que j'ai la flemme de lire ses bouquins ou d'écouter ce que j'ai dit, voilà, on va dire confusionniste. Mais c'est toi qui es confus, parce que tu n'as pas écouté ce qu'a dit le mec en fait. Le confusionnisme est une arnaque intellectuelle, c'est comme l'humour inclusif dont on parlait tout à l'heure, qui sert à justifier une volonté de ne pas s'intéresser à quelque chose. Et puis, le fact-checking, dans son ridicule absolu, bon voilà, on a tous, on va pas s'étendre sur le sujet, on va pas faire 10 ans sur le... qui est toujours là pour expliquer quel est le vrai ou quel est le pas vrai. Et il y a des choses qui sont vraies, des choses qui sont pas vraies. Et si tout ce paquet de merde ne suffisait pas, on rajoute à ça une nouveauté typiquement macronienne, puisque, et Barbara Stiegler l'a très bien montré, c'est la manipulation mentale concrète. Il y a 2 ans, je disais ça, projet Bluebeam, complotiste, extraterrestre. Macron a eu recours à des cabinets de nudge depuis 2017 qui facturent, tout le monde se fonctionne sur BlackRock, sur ça, le nom des cabinets de nudge. Et le nudge, c'est quoi? Ce sont des techniques de manipulation mentale qui ont pour but de pousser un être humain à prendre des décisions qui ne sont pas bonnes pour lui ou son environnement. C'est pas simplement des éléments de langage. C'est la répétition de mots, l'utilisation de sonorités, l'utilisation de répétitions, l'utilisation de fréquences qui vont engourdir la personne. Le nudge, c'est tout ça. Le nudge est une technique volontaire de manipulation mentale. Donc c'est pas une question de puce sous la peau, c'est pas une question de tout ça. C'est comme quand vous avez des cons qui vous disent « les élections sont truquées, ah oui, tu vas me dire qu'il y a des mecs qui se sont barrés avec la caisse ». Mais non, pour toutes les raisons que j'ai exposées là, je ne crois pas que le processus démocratique puisse avoir la moindre chance, ou une chance supérieure à celle de gagner au loto, d'apporter un changement concret dans la vie des gens. Je pourrais rajouter très rapidement la division gauche-droite, alors qui a bien sûr une pertinence sur le plan intellectuel, mais qui est de plus en plus illégitime au vu des enjeux actuels. Peut-on réellement parler d'élection démocratique quand il y a Emmanuel Macron? Et là, c'est une critique que j'emprunterais purement à Bégodeau, quand il dit « le en même temps macronien tue toute possibilité démocratique élective ». Parce qu'au moins, avant, quand on votait pour quelque chose. Le mec te baisait la gueule. Tu votais pour Chirac qui t'a dit j'emmerde Schengen, il te met double dose de Schengen et tu reprendras du dessert. Mais au moins, tu votes sur un truc, tu le lis, tu vas peut-être te faire baiser, c'est le jeu ma pauvre Lucette, mais au moins sur le papier, il a marqué un truc concret. Emmanuel Macron, tu ne votes pour rien. Le en même temps macronien tue la possibilité de l'individu de savoir pourquoi il vote. Si l'individu ne sait pas pourquoi il vote, il n'est pas dans un vote démocratique. Ce n'est pas possible. J'ai lu le programme d'Emmanuel Macron, vous l'avez lu? Vous regardez les éléments qui sont présentés, le résumé du programme d'Emmanuel Macron. Vous avez les trucs qu'il veut faire. Vous avez des tirets. Alors, plus de solidarité pour les personnes âgées, renforcer les aides sociales pour les personnes qui en ont besoin. Et à un moment, tu as un tiret, il y a marqué l'humanisme. L'humanisme. Il y a marqué désindexation de la CSG à taux de 3-4%, le tiret l'humanisme. Ça s'arrête comme ça, le truc. Non, c'est ça. Il te met l'humanisme, comme ça. Il te le jette dans le programme. Nous ne savons pas pourquoi nous votons. Nous ne sommes pas en démocratie. Rajoute à ça, bien sûr, les problèmes structurels de tous les partis qui sortent de ce bloc bourgeois, c'est-à-dire, on va dire, grosso modo, Mélenchon-Le Pen, avec les trahisons lepénistes, perpétuelles. Elle sera, comme le dit si bien Onfray, ce qu'on veut qu'elle soit. Elle a déjà négocié son adhésion. L'instabilité programmatique mélenchoniste. Et puis, je ne parlerai pas, bien sûr, de ce qui a toujours été mon ennemi politique prioritaire. C'est pour ça que je m'y engage plus que dans le combat gauche-droite, ce bloc qui va du PS aux Républicains et qui est une usine à trahir les promesses faites aux ouvriers et les promesses faites aux souverainistes depuis 40 ans dans ce pays, en tout cas depuis que Mitterrand enterre le Parti communiste français et que Chirac en tue tout le monde, même s'il y avait quand même un joli préquel avec Giscard. Rajoute à ça que la seule optique de candidat un peu hors parti avec une chance d'accéder au truc de ces dernières élections a une stratégie politique de bulot, à savoir Éric Zemmour, qui continue à entretenir cet absurde rêve de la ligne Buisson, c'est-à-dire réconcilier à la fois le prolétariat blanc et la bourgeoisie patriote, c'est-à-dire des gens à qui il ne parle pas avec des gens qui n'ont jamais existé. Le projet me semble quand même relativement compromis, intellectuellement. Mais il y a des gens qui continuent à lui dire que c'est la bonne stratégie, probablement les mêmes personnes qui croient à l'anticapitalisme de droite et au monstre du Loch Ness, qu'ils ont eux aussi probablement vu un soir de pleine lune, enfin de sans lune bourrée à 4h du mat.
Et il me semble que nous n'avons pas à attendre toute possibilité de mise en place, c'est le dernier point, d'une initiative référendaire populaire qui ne s'obtiendra jamais uniquement par la force. Alors, je dresse un bilan très négatif sur la possibilité électorale de reprendre le pouvoir. J'ai peut-être une proposition à vous soumettre qui conclura cette première partie, mais avant ça, j'aimerais que tu m'empêches de me pendre. Est-ce que tu crois au changement par l'élection? Est-ce que c'est possible? Ou est-ce que c'est mort? Non. Grand homme inclus, hein. Est-ce que De Gaulle résiste à Combini? Non, mais c'est une excellente question. Est-ce que De Gaulle aujourd'hui résiste à Combini? Il y a deux problématiques. Non, mais c'est vrai. Il y a la problématique de faire des hommes aptes. Or, un chef, ça se décrète pas, ça se sécrète. Sommes-nous prêts à sécréter des gens qui voudront nous défendre? Faut aussi qu'on se regarde là-dedans. D'accord? Parce que ce qui est sorti des différents partis populistes, je peux le comprendre, et pas tout à fait convaincant. Mais c'est le moins qu'on puisse dire. Par contre, que faisons-nous en termes de maillage, en termes de formation, en termes de relations, en termes, je dirais même, d'affection sociétatiste entre nous, pour que ça aille mieux aussi? Parce que là, pour l'instant, on commente les combats faits par d'autres. C'est facile, c'est commode, c'est douillet. Et il y a une autre problématique, qui est, moi, à titre personnel, je pense que une guerre totale est faite à mon pays, je fais une guerre totale à ceux qui la font. C'est le terrain qui détermine la mission. Quand des marins combattent à terre, ça devient des fusiliers marins. D'accord ? Tu combats Vladimir Poutine pour Emmanuel Macron, toi ? Non. Laisse-moi terminer. Or, le combat, et ça c'est l'un des grands défauts que nous avions de manière totale il y a encore 2 ans, que nous avons un peu moins maintenant, et j'espère que nous l'aurons de moins en moins, qui a été de réserver le combat à la sphère électorale. Je me rappelle, quand j'ai commencé, malheureusement je suis un dinosaure parmi les militants, j'ai 18 ans de militantisme cette année, la règle c'était, les nationaux ne doivent jamais aller dans la rue, tout le monde nous déteste, on est des lépreux. C'est-à-dire, grosso modo, si les nationaux marchent dans la rue, à plus de 3, c'est une manifestation, et les pots de fleurs, par magnétisme, nous arrivent directement sur la poire. Donc, pas plus de 2, et surtout, soyez discrets. C'est-à-dire, grosso modo, c'était terrible. À une époque, on disait des souverainistes, alors, on disait même d'ailleurs de toute une partie de la droite, ça ressemble beaucoup aux outings des homosexuels dans les années 50. Est-ce que t'en es, moi aussi? Et donc, par contre de 2, 3, mais pas plus. Et tu vois, et nous avons repris la rue. Et on s'est rendu compte que les gens ne nous haïssaient pas. Et aujourd'hui, il n'y a qu'une seule partie qui vraiment nous hait. C'est une partie, disons, de la gauche l'allemand, c'est-à-dire de la gauche qui bosse pour la préfecture de police, c'est-à-dire les antifas à tout faire, qui pourrissent les mouvements sociaux depuis 40 ans, et qui là, pour la première fois, sont tombés sur un mouvement populaire qui leur a dit d'aller se faire voir. Et ils n'étaient pas contents. Il y en a un qui est venu me menacer dans la rue, alors un poète. Ils ont menacé beaucoup de gens, hein. Alors, ouais, mais alors, j'en avais eu un, un mec, il m'a dédié un haïku. Tu vois, ces petits poètes courts japonais, c'était très beau. Il m'appelait par mon petit nom, Rogeron Facho. Et le mec me déclame haïku, il me fait Filippo Facho, Facho Filippo. Vous voyez le parallélisme? Vous voyez, concision, parallélisme. C'était presque de l'art. Mais ça, dans 10 ans, c'est à l'Académie française, on est parti vers ça. Non, mais vous voyez, le problème, c'est que nous avons intériorisé l'autocensure. Nous avons intériorisé la peur du peuple. On s'est toujours dit, les gens nous détestent. Les gens ne nous détestent pas. Le problème, c'est que la plupart des gens, déjà, ne sont pas politisés. Ne le sont pas. C'est pas qu'ils nous aiment pas. Ils sont même pas indifférents. Ils assument le principe de réalité. Et ça demande trop de médiation pour un mec qui bosse 15 heures par jour, qui a 2 gosses et des traites, de dire l'accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, ils vont encore me baiser la gueule. Il en a le sentiment, parce que c'est ça la common decency, c'est ce sentiment à la fois d'unité et de savoir instinctivement ce qui est mauvais pour les siens. Mais ça demande trop de médiation. Pourquoi ?
Et ça, c'est quelque chose qui, pardonnez-moi, qui nous appartient. Nous n'avons pas voulu, alors c'est pas nous, ne vous sentez pas visés en soi, c'est que moi, je me rappelle quand j'ai commencé à faire de l'éducation populaire il y a 15 ans, près de 15 ans. Tous mes chefs m'ont dit, c'est inutile, jusqu'à ce qu'il y en ait un, il est encore en activité donc je ne le nommerai pas, qui me dit, c'est très bien ce que vous faites, c'est trop ingrat pour moi. Trop ingrat pour moi. Or, le souci, c'est que nous n'avons pas voulu faire une guerre totale à un système qui nous a fait une guerre totale. On s'est paluché pendant des années avant de faire des médias de réelle réinformation. Avant, on faisait des médias d'opinion qui étaient mauvais. Si vous ne croyez pas, lisez un Canard comme Présent. Voilà, c'est un bulletin paroissial pour Saint-Nicolas du Chardonnay, là où Libération est un bulletin paroissial pour 3 arrondissements parisiens. Bon. Il y en a qui ont des messes en latin, il y en a qui ont des messes inclusives, c'est pourtant le même niveau. Bon, on a mis des années, et ça heureusement qu'il y a des gens qui ont fait de la vulgarisation intelligente, comme toi, heureusement qu'il y a des gens qui ont fait vraiment du travail journalistique, je pense particulièrement à quelqu'un qui est pas là ce soir, mais qui est Lise Blaise, c'est celle qui fait un des meilleurs boulots sur TV Liberté. Ces gens-là, et pourquoi ils ont mis tellement de temps à éclore? Parce qu'ils ont dû lutter contre leur propre milieu. Contre leur propre milieu. Pourquoi? Parce que malheureusement, une partie des alternatifs ne sont jamais sortis par manque de travail de la pensée de la guerre froide, entre autres. C'est-à-dire que pour eux, il faut toujours traquer le rouge, faut toujours traquer... Alors l'islamo-rouge, c'est encore mieux, parce que, si tu veux, c'est le mythe Garaudy, tu vois. C'est quoi comme couleur, un mélange de vert et de rouge? Non mais voilà, si tu veux, c'est... fait quoi? Tu vois, c'est 50... Non mais tu vois, non mais voilà, c'est... La barbe est déjà là, donc elle est à 50% hipster, 50% barbu. Donc si tu veux, 100% nuisible. Or, le problème, c'est que... Et moi je les connais bien, ces milieux-là. Ils n'ont pas laissé leur jeune génération se mobiliser, parce que pour eux, il fallait terminer les combats d'avant. Alors, entre ceux qui disaient « la France est morte », parce que De Gaulle a lâché l'Algérie, ceux qui disaient la France est morte au Front populaire, ceux qui disaient de toute façon toi tu n'es qu'un progressiste, moi je dis que la France est morte en 1789, et là vous avez l'identitaire de base qui dit de toute façon la gauche commence à Philippe le Bel, la droite c'est la féodalité, donc tout est foutu. Donc non mais pendant 10 ans j'ai assisté à ça. Or nous sommes isolés du peuple français, nous sommes isolés, et d'ailleurs depuis qu'on ne s'isole pas, est-ce qu'on est si mal accueillis? Moi, mes camarades font les sorties d'usine quand ils ferment, etc. On n'est pas mal accueillis, c'est pas vrai. Nous nous sommes auto-persuadés que tout le monde nous détestait parce que Caroline Forest nous déteste. Ah bah oui, mais pour qu'elle fantasme sur un homme, il doit être du bataillon Azov, hein, excuse-moi. Non mais... Et je pense qu'il faut prendre le combat électoral comme une part d'un combat total. Le problème, c'est que nous avons, et ça c'est... Moi j'appartiens appartenant au gaullisme, j'appartiens à un populisme institué. J'appartiens pas à la droite, et d'ailleurs la droite me déteste, et elle a bien raison d'ailleurs finalement. Parce que je lui en rends beaucoup. Mais malheureusement, une partie de la pensée de droite a paralysé une partie du camp national, parce que la droite, en France, a un problème depuis 2 siècles avec la notion de travail. C'est-à-dire que quand le travail, c'est soit la domesticité de la personne pauvre, soit c'est des planches et des clous pour faire un camp, pour y faire travailler les autres. Sorti de ça, la droite ne bosse pas en France. Et malheureusement, ça a contaminé une partie du camp national jusqu'à 2005. Et depuis 2005, quelque chose d'autre est en train de naître en France. Quelque chose qui est en train de se structurer, quelque chose que Jérôme Sainte-Marie appelle le bloc populaire, et quelque chose qui doit s'organiser, qui doit résister à la triangulation bête et méchante qui est en train d'avoir lieu, c'est-à-dire le bloc bourgeois qui va avoir la nupe en disant « vous inquiétez pas, hein, le fascisme ne passera pas », et d'un seul coup qui va voir les mecs du RN en disant « ne vous inquiétez pas, hein, l'islamo-gauchisme, 50% zadiste, 50% égorgeur, ne vous inquiétez pas, on est de votre côté, mais on ne peut pas trop le dire parce que vous savez, les médias, hein, tout ça. » Ils font ça avec une subtilité de vaudeville. C'est-à-dire vraiment le mec, il est là, il passe le plan d'après, tu le vois, il va dire à l'autre mec, ne t'inquiète pas, lui, c'est incroyable. Ils font ça devant tout le monde. Non, mais tout le monde le voit, mais tout le monde s'en bat les couilles. Et tout le monde participe à cette triangulation. Or, nous devons aider le bloc populaire à se structurer. Pour une raison qui est assez simple et qui, malheureusement, explique pourquoi l'élection doit être tentée, mais pourquoi elle est bloquée. Elle est bloquée pour une raison.
c'est qu'aujourd'hui, en France, le fait électoral n'est que le traducteur d'un affrontement de classe, divisé en 3. C'est un sondage parmi d'autres. Voilà, entre le bloc populaire qui entend faire chier, ça c'est ceux qui votent Mélenchon et ceux qui votent RN, le bloc bourgeois et la masse de gens qui, par calcul rationnel, il y a très peu de gens abstentionnistes, on les estime entre 6 et 11%, pas plus, des abstentionnistes, ceux qui n'ont rien à foutre du pays. C'est-à-dire, rien à foutre. La plupart, ils ne votent pas parce que, il y a un déficit d'offres et parce qu'on leur a trop mis. Tout simplement. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas envie ils savent qu'ils sont foutus, ils n'ont pas envie d'être contents. Or, il faut mobiliser cette masse-là et elle ne se mobilisera pas dans le jeu électoral. Donc il faut la mobiliser autrement. Mais pour ça, il faut avoir un tout petit peu d'imagination et surtout beaucoup d'huile de coude. Et malheureusement, ce que je vois, c'est avant tout des gens qui fuient la notion de travail. Alors, on va essayer de voir s'il y a des idées. Alors l'autre possibilité, ce serait éventuellement un sauvage par la révolution, parce que dès l'instant où on a abordé le truc, tu as commencé à opter pour plutôt une direction qu'elle est là-dedans. Tu as conscience du blocage de la solution élective en l'état actuel. Alors pas mal de gens qui me disent oui, quand est-ce qu'on fait la révolution, quand est-ce que... Déjà on est en vacances. Non, c'est important de faire ça au mois de septembre, enfin je veux dire... août, quand ils sont pas là, je sais pas. Enfin bon bref, plus sérieusement, la question de la révolution armée, la question de la révolution... Alors bien sûr que nous n'avons absolument aucun moment le droit de soutenir ou de défendre ici, etc. Elle pose une autre question qui est très empirique et qui m'a beaucoup hanté ces derniers temps, c'est la question qu'on avait abordée avec Éric Anceau et à laquelle il n'a pas su répondre. Qui était, c'est normal, est-ce que l'armée tire ? Parce qu'on est allé jusqu'à 200 mètres de Macron. On est allé, il était dans l'hélico, il était prêt à partir. La vraie question de la révolution, déjà, c'est est-ce que ce corps, qui est l'armée, qui est censé t'empêcher en dernier recours de pouvoir reprendre le pouvoir, en France, aujourd'hui, tirerait sur la foule ? Lui n'a pas réussi à y répondre. J'ai envie d'y répondre d'une façon un peu négative, malheureusement, puisque j'ai discuté avec beaucoup de militaires qui sont pourtant des gens abonnés à ma chaîne, dont certains m'ont même dit « moi, je te tire dessus ». Le mec me lâche 10 balles sur Tipeee, mais il ira donner des fleurs à ma femme et tout, mais il m'aura shooté le mec. Et non, mais c'est vraiment ça. C'est la question de savoir si l'armée tire, déjà, c'est une première question. C'est est-ce que quand historiquement une armée a tiré, parce qu'on s'était posé la question avec Éric Anceau, quand est-ce qu'elle tire l'armée déjà ? Alors déjà, elle tire quand on lui demande, c'est-à-dire quand les généraux le font. Je crois sincèrement, je ne sais pas si tu es en accord avec moi, que le boulot de remplacement du haut commandement français a été extrêmement bien fait par Macron. Ça c'est certain. Et que le commandement français, à l'heure actuelle, est totalement capable de donner l'ordre. Oui, mais moi je doute beaucoup plus que toi. Des soldats. Des soldats. Alors. Et des éléments me permettent d'en douter. Par contre, alors, je ne doute ni des gendarmes et encore moins des flics. Qui obéiront. Ah eux, ils obéiront. Bien sûr, mais ils n'ont jamais fait autre chose. Ils obéiront, ça c'est sûr. Ils obéiront. Alors, je vais te dire pourquoi je ne crois pas à une désobéissance massive de l'armée. Même si on scande les slogans dans les manifs, parce qu'il faut toujours y croire, et c'est toujours la thématique du truc. Il faut se poser la question de qui sont les généraux, mais je crois qu'il faut se poser aussi la question de qui sont les soldats. Et qu'il faut voir quand est-ce que les soldats tirent dans l'histoire et quand est-ce qu'ils ne tirent pas. Quand tu as la révolte des foins, et que les soldats viennent tirer, et qu'on leur dit « allez tirer », c'est l'exemple que prend Éric Anceau, par exemple, sur le peuple. Le pouvoir central envoie les gens, les casernes qui sont les plus proches. Pourquoi est-ce que les soldats ne tirent pas ? Parce qu'on vit dans une France qui, comme dirait Zemmour, est enracinée depuis 1000 ans. Avec des gens qui sont là, dans ce putain de patelin depuis 1000 ans. Et que le soldat qui va tirer, il tire sur son frère, il tire sur son cousin, il tire sur sa sœur, il tire sur sa femme, il tire sur son fils. Donc il ne tire pas. Les soldats qui ne tirent pas n'ont pas une épiphanie républicaine où ils s'imaginent à un moment, ils comprennent qu'ils font partie d'une grande communauté d'êtres qui s'appelle la France. Ils disent non, je ne tirerai pas sur ma belle-sœur en fait. Je le ferai pas. Parce que, aujourd'hui, malheureusement, est-ce possible une chose comme ça ? Parce que c'est ma belle-sœur, si tu veux. Et c'est ce que nous hurlent tous les soldats de l'armée française, et je pense qu'aujourd'hui c'est un problème que nous sous-estimons gravement et qui va nous revenir à la gueule monstrueusement. J'ai eu une interview avec le général Dominique Trinquant qui a foutu le truc sous le tapis en refusant de l'assumer et en disant l'armée française est fabuleuse, mais pouvait-il faire autrement, lui qui en est encore ? Nous avons un problème de communautarisme et d'antipatriotisme à l'armée française qui est sidérant, avec des témoignages qui sont faits de soldats
de gens qui te disent qu'aujourd'hui l'armée c'est un job comme un autre. Les gens ont intégré, comme tu le dis, parce qu'ils ont intégré le mythe du pacifisme, que beaucoup de gens se sont inscrits parce qu'ils savaient qu'ils n'auraient jamais à faire la guerre, qu'ils allaient prendre 5 ans et une retraite, 5 ans et une bonne paye en tout cas, que les gens, le nombre de gens qui ne défendraient pas le drapeau aujourd'hui en cas de conflit est sidérant, en tout cas de gens qui, on a toutes les raisons de penser, n'honoreraient pas le drapeau. Il y a un communautarisme religieux, on va pas se le cacher, très important dans l'armée. Beaucoup de témoignages de gens qui disent que l'armée cède dessus. Alors il y avait eu en 2012, je crois, des cas de 4 jeunes hommes qui avaient dit en cas de... Parce que ça avait été médiatisé, les mecs ont été cons, ils ont parlé. En cas de guerre avec des gens de mon pays d'origine, je ne tirerai pas. Et c'est ce que ces gens nous hurlent. C'est que la seule raison pour laquelle tu ne tires pas sur quelqu'un quand il est soldat, c'est parce que c'est toi. C'est parce que c'est ton frère, c'est parce que c'est ton semblable. Et dans une armée où le patriotisme est mort, je pense que le gilet jaune n'est plus le semblable du soldat aujourd'hui. Et je pense que, d'ailleurs, et je pense que tu le sais, j'en suis sûr, la technocratie européenne est en train de bosser là-dessus, a déjà expérimenté des opérations de maintien de l'ordre franco-allemandes. Parce que le Bosch, quand il faut réprimer du gilet jaune, non seulement il a une expertise, mais il n'a pas de remords. Et puis vu qu'en plus il peut compter sur l'appui technique de Didier Allemand, qui est quand même, comme tu le disais, un bagage ouvrier oublié de la Wehrmacht, et rien de plus, il est à la maison. Le CRS allemand, sous les ordres de Didier Allemand, il joue à domicile. Il est tranquille. Matraquer du gilet jaune, il n'a pas de problème de conscience. Il s'en tartine le cul. Et je crois aujourd'hui que nous avons le profil d'une armée. Je n'ai jamais douté Et là-dessus, je fais du pas d'amalgame parce que l'institution le mérite. Je ne doute pas de la majorité des soldats français qui honoreraient leur uniforme et leur drapeau. Mais je dis qu'il y a une partie de gens armés dans cette armée qui seraient même capables de se retourner, qui est effrayante et qui, moi, me fait penser plutôt à un scénario, après je développerai, mais contredis-moi, j'aimerais beaucoup, de par mes expériences, de par ce que je vois, de par les retours que j'ai, qui me fait penser à un facteur combiné changement de généraux, abandon du patriotisme dans beaucoup de couches de l'armée, qui me paraît relativement problématique. Pour être dans une configuration où le soldat se sent frère en humanité, ou le troisième pilier de notre devise, se sent le frère de la personne sur qui il doit tirer. Alors, moi, si tu veux, évidemment, ce que tu as dit est en partie vrai. Après, essayons de voir par rapport à d'autres faits. Il y a une chose qu'on sait. Deuxième manif pour tous, François Hollande se dit, si j'essaye de me barrer en scooter, il pourrait me courir après. Donc, il convoque, véridique, il convoque le gouverneur militaire de Paris, disant, est-ce que vous leur tirez dessus? Et le gouverneur militaire de Paris, phrase authentifiée, leur dit, jamais. Mes hommes ne tireront pas. C'est leur famille. Si la racaille déferle sur Paris pour tuer des gens, vous inquiétez pas, on les massacrera. Mais tirer sur des femmes avec des poussettes, vous nous prenez pour qui? Alors là, Flamby se dit... C'est à partir de là qu'il n'y a plus de balles dans les FAMAS? Si tu veux, là pour le coup, Flamby, il s'est dit, si je n'ai que Manuel Valls pour me défendre physiquement, si tu veux, si c'est une unité d'élite, je suis pas dans la merde. Donc, là pour le coup, là, et le pire, c'est que et c'est d'ailleurs la grande erreur de la manif pour tous, c'est que vous étiez 1 million, vous aviez qu'à aller tout droit. C'est vous qui avez décidé d'aller à droite ou d'aller tout droit. Personne ne vous aurait tiré dessus. Or, je rappelle qu'il y a eu un des actes des Gilets jaunes qui a été encadré par l'armée, non par la police. C'est l'un des tout premiers, c'est là où il y avait le plus de Gilets jaunes. Et bien c'est le seul acte, où les gauchistes ne sont pas venus, parce que l'Antifa a une mauvaise expérience de l'armée française. Très mauvaise. Il y a plusieurs années, ils ont essayé d'attaquer, je rappelle que dans l'école militaire, au métro école militaire, il y a l'un des plus grands dojos d'arts martiaux de France. Un de mes copains il est instructeur, c'est un rendez-vous de brut. Et donc, l'Antifa, voyant, et se sont filmés, en plus les cons pourraient peut-être même retrouver la vidéo, ils voient un bidasse dehors, alors ils arrivent à 30 parce que c'est le ratio normal. Tu vois, chacun l'esprit couvertin qui peut. Le bidasse, les voyant arriver, rentre, et les mecs commencent à tabasser la porte. Non mais, pour se faire la main. Manque de bol, ils ne savaient pas que les autres, tout simplement... la porte a gagné. Non, c'est pas ça, c'est que les autres ont ouvert l'autre porte, ils sont arrivés, et là...
Bah, il y en a qui ont voulu faire de la boxe, il y en a qui ont voulu faire de la course à pied. Après, si tu veux, alors il y a eu une grosse rubrique en e-sport. Hein, or, donc, l'Antifa a très mauvaise expérience, alors qu'il n'a pas une si mauvaise expérience de ce qu'on appelle la racaille à uniforme, c'est-à-dire les syndicats de gauche de police, qui sont pour la plupart les anciens hommes de Julien Drey, il faut dire franchement, qui aujourd'hui travaillent pour Monsieur l'Allemand. Vous savez, cette grande casquette sans tronche dessous. Donc, eh bien, pendant cet acte-là des Gilets jaunes, il n'y a pas eu d'arrestation, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu d'antifa, il n'y a eu rien eu du tout. Et pourtant, je rappelle que l'armée, théoriquement, ne sait pas faire de maintien de l'ordre. Or, moi, ce qui me fait peur, c'est pas du tout l'armée. Ce que tu dis est vrai. Le problème, c'est que l'armée est obsédée par ce que tu dis. Moi, les retours que j'ai, c'est-à-dire qu'en interne, les mecs disent, dès qu'un mec déconne, il met sous surveillance tout de suite. Or, oui, tu as eu des petits incidents. Pendant l'affaire du Kosovo, tu as eu 4 mecs sur l'équivalent d'un porte-avions. Hein. Tu as eu 4 mecs qui ont tenté de faire un truc. Bon. Ils ont dit, nous, machin, islam, toc, mis au fer, toc, terminé. Tu vois, c'est-à-dire, le djihad a duré 10 minutes. Donc, le problème, c'est que la plupart, et ça s'est vu lors de l'affaire de la tamponnade Covid, il y a une tradition loyaliste dans l'armée française qui est certaine. C'est pour ça que l'armée en France, qui est pourtant l'un des corps les plus aimés, vous voyez les sondages sur les corps, l'armée française tombe des nues chaque année quand elle voit qu'elle est l'institution préférée des Français. Pourquoi ? Les mecs sont surpris. Parce qu'on apprend à l'école d'officiers, les Français, exactement ce qu'on nous a dit à nous. Les Français vous détestent. Et tu ne deviens pas officier si tu ne l'as pas répété suffisamment. Bon. Pourquoi ? Parce que le pouvoir politique français, depuis Giscard, se méfie de l'armée et la déteste. Avec une accalmie, il faut être très honnête, sous Mitterrand, et une indifférence gentillette sous Chirac. Mais Chirac était indifférent à tout, sauf à lui-même et à la Corona. La bière. Hein, il y a la tête de veau. Donc, or, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'armée, elle ne veut pas rétablir brutalement le lien armée-nation. C'est pour ça, nous, on a sorti un ouvrage sur le service national, un ouvrage technique, parce que l'armée se dit, on est, devenu illégitime pour le faire, alors que c'est la dernière institution qui est légitime pour le faire, mais 2, nous, on est une armée qui savons nous battre et qui ne tient que par le courage au combat de nos hommes, alors que c'est une armée qui, techniquement, est clochardisée, en termes de moyens. Le problème, c'est que c'est parmi, quand même, les meilleurs soldats du monde, quoi qu'on en pense. Bon. Mais ils font ça avec des bouts de ficelle. Et ils se disent, si en plus on doit payer pour réapprendre aux gamins français à lire et à écrire, alors que le PQ est payant dans les régiments, véridique, hein, on n'y arrivera pas. Or, une large part de l'armée, d'ailleurs, elle s'est posé la question pendant les Gilets jaunes, et quand ils ont été en face des Gilets jaunes, c'est eux qui n'ont pas fait d'exaction. Moi, c'est pas l'armée qui me fait peur, pas du tout. C'est l'état de la police. Et moi, si vous voulez, alors aujourd'hui, une partie de la droite me conchit là-dessus. J'ai été outrageusement pro-flic. Outrageusement. Ah merde. C'est-à-dire que moi, non mais outrageusement. Comment tu vas être outrageusement ? Bah, c'est très simple. Moi, je cotisais, et je cotise chaque année pour les orphelins des pompiers, et pour les orphelins de la police, et les orphelins de l'armée. Bah, il y en a un des 3 qui a sauté, je te laisse deviner lequel. Or, parce que il y a, par contre, ça c'est vrai, un pourrissement d'une partie de nos forces constabulaires, donc de nos forces de sécurité intérieure, qui est terrifiant. C'est-à-dire une baisse de niveau catastrophique. Les ADS, c'est une horreur. Taux d'élucidation en chute libre, tout simplement parce qu'ils en ont plus rien à foutre. En plus, comme aujourd'hui on les forme directement depuis l'école de police, on leur dit, vous ne maintiendrez pas l'ordre, vous gérerez le désordre, parce que, et ça c'est des mecs qui sortent cette année de l'école de police qui me disent, nous, nos instructeurs nous le disent. Parce que, résultat, par exemple, tu chopes un mec avec de la cam. Alors tu lui dis, écoute, on va te laisser sortir, mais je garde ta dope. Et on va essayer de la détruire, parce que si je fais tout un rapport, etc., moi, ça va me prendre la journée, je suis terminé avec la paperasse, et toi, de toute façon, t'es dehors toujours dans 1 heure. Donc, je préfère te faire perdre du temps plutôt que d'essayer de te condamner, ce qui ne sert à rien, vu que entre les juges gauchistes, les procureurs absents et les baveux à demande du trafic de drogue, de toutes les manières, tu es dehors dans 1 heure. Donc, je ne peux rien y faire.
eh bien, malheureusement, il y a un phénomène de compensation dans une part des forces de police, j'ose le dire, c'est-à-dire, nous allons nous attaquer aux gilets jaunes. Pourquoi? Parce qu'il y a encore un minimum solvable, malgré qu'il est pas un rond, mais en plus, lui, on peut lui faire sauter les dents, c'est pas grave, ça, c'est pas une bavure. Donc, le plus, il faut être très honnête, une idéologisation et un recrutement à la brutalité et au cynisme. Moi, j'ai tenu un LBD. On ne me fera pas croire qu'on peut dégommer quelqu'un dans l'œil sans le viser. C'est pas vrai. Pas avec ce type d'arme, c'est trop lourd, si vous voulez, c'est... Et ça, c'est pas les ordres. Les ordres, ils vous disent, le gilet jaune, tire-lui dessus. Bon, tu lui tires dans le bide, c'est fait pour tirer dans le bide, hein, LBD, c'est pas fait pour dire autre chose. Si tu le vises dans la gueule, c'est que tu l'as voulu. Donc ça, il y a deux explications. Soit tu veux vraiment être bien vu, soit tu fais ressortir de toi-même un sadisme qui vient bien de quelque part et qui n'aurait jamais dû te donner la possibilité d'avoir une arme. Ça, par contre, le vrai problème de la France, quoi. C'est très drôle hein, de voir un nationaliste dire qu'il y a des exactions policières. Et le pire, c'est que moi, à titre personnel, je suis un rigoriste vis-à-vis de la racaille. Aucun problème. Pourquoi? Parce que la racaille empêche le prolo de défendre ses droits. Donc pour moi, le lumpen doit être brisé. Il n'y a aucun problème, je l'assume complètement. Je remarque que le boulot de la police française aujourd'hui, ce n'est pas ce boulot-là. Et le truc, c'est pas notre faute, c'est les ordres. Je pense que la police française, historiquement, a déjà utilisé cette excuse-là. Ah, c'est fait, ça. Et ça, non, c'est un totem d'immunité qui n'est pas utilisé deux fois. Non, il n'y a qu'un as dans le paquet. Parlons d'élections. La révolution, elle ne se décrète pas. On ne va pas, là, demain, dire aux gens d'aller dans la rue, puisque avant même qu'on ait eu le temps de le faire, la révolution sera déjà interdite et sera déjà pas faite. Et c'est un des points que j'ai pas abordé ce soir, que j'aurais pu aborder, mais on aurait fait trop longtemps dessus. Il y a un vrai problème d'intégration du mythe de la révolution pacifiste en France. Excellent livre qui en parle. Il n'y a pas eu de révolution pacifiste. Ça n'existe pas. Ce n'est pas Gandhi qui a fait la révolution en Inde. Ce sont les mecs qui posaient les bombes à côté qui ont fait plier le pouvoir anglais. La paix, c'était un narratif. Ce ne sont pas les militants hippies qui ont fait s'arrêter la guerre du Vietnam. C'est l'offensive du Tet. Tout à fait. Les exemples seraient à multiplier. Oui, les exemples seraient à multiplier. Alors, on a vu qu'il y avait des gens qui allaient voter par millions, par milliers. De moins en moins, hein, peut-être, 50% d'abstention passée. Mais il y a des élections dont les gens parlent assez peu. Ce sont les élections municipales, qui sont des élections qui m'ont toujours absolument fasciné. Parce que ce sont des élections qui ne sont gagnées par personne. Ce sont probablement les élections les plus antidémocratiques. Personne ne participe, des fois de 15%, des trucs absolument ridicules. Quand tu regardes que Martine Aubry, par exemple, est à la tête d'une ville comme Lille, avec, je crois, un peu plus de 8000 voix. Quand tu vois que des villes, pourtant, avec beaucoup d'habitants, des villes comme Strasbourg, comme Brest, comme Rennes, se gagnent à 10, 11, 12 000 voix maximum. Que tu vois qu'un arrondissement lyonnais, c'est entre 4 et 8 000. J'ai fait le calcul, si tous les gens de ma chaîne allaient voter, on aime bien qu'ils puissent tous voter, si on décide d'abandonner Marseille, Paris et Lyon, on a les 15 plus grosses villes de France. Structurellement, tu as les 15 plus grosses villes de France. Si je multiplie aux prochaines élections municipales, qui sont en 2026, en admettant que selon Social Blade, j'aurai à ce moment-là à peu près 600 à 700 000 abonnés, qu'on aura tous évolué à certains niveaux, qu'on représente tous une masse, je suis persuadé que si la totalité des membres des communautés souverainistes se disaient « vous allez voter aux législatives pour un candidat unique placé dans chaque ville », tu gagnes les 20, 30 ou 40 plus grosses villes de France si tu abandonnes, admettons, Paris et Marseille. Structurellement, Lille, c'est 11 000 personnes. Pour t'assurer une audience stable. Regardez les scores qui sont faits aux législatives. Le maximum, je crois que c'est Juppé qui l'a à Bordeaux à 60 000. C'est grotesque. Les scores aux législatives sont grotesques. Alors admettez un truc. Admettez qu'on fasse un programme commun, tous, et qu'on se dise, voilà, on fait Camelot, on s'en bat les couilles, faites ce que vous voulez, t'es président de la France, tu fais ce que tu veux. Par contre, comme je disais au début, un territoire, c'est un pays, c'est des gens, c'est des territoires aussi. Par contre, t'es président de la France, par contre, alors, juste pour te dire, Bordeaux, Montpellier, Strasbourg, Rennes, Avignon, Nice, Marseille, Toulouse, Nantes, par contre, c'est nous.
Voilà. On se mutualise, en fait, on a un budget commun, on crée les institutions fantoches qu'on veut. Oui, oui, il y a toujours le drapeau, comme tous les trucs, il n'y a pas de problème. Mais on entame un véritable bras de fer avec ces gens-là. Tu peux pas demander aux gens de voter au présidentiel. La moindre Le Pen, le moindre danger Mélenchon, ils iront tous se sauter en pleine panique morale sur Macron, etc. Ces élections, pour toutes les raisons que j'ai estimées, sont imprenables. Les législatives, à peine mieux. Les municipales, cette élection à laquelle personne ne vote, et je dis bien personne ne vote, sont les élections les plus prenables de France. Qui peut voter dans une ville? Une personne qui y habite, une personne qui a une entreprise. C'est vrai? Bah, on va en créer des entreprises. C'est une boîte postale qui suffit. Combien tu veux l'auto-entreprise? C'est 10 minutes pièce. T'en veux combien? Il te manque combien à Rennes? 30 000? Je te les crée. Je mets des gens, ils habitent pas là, s'en foutent, ils vont voter ailleurs, ils vont foutre la merde ailleurs. Très bien. Les gens ont envie que de ça. J'en ai parlé à pas mal de gens. Il y avait une intuition, je pense, qui était vraie dans tout ce délire dissident 2007, de c'est Internet, l'avenir, ils n'ont pas pris la bonne direction. Mais je pense qu'aujourd'hui, alors je me suis amusé à calculer. Squeezie prend la France, l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne. Dans les municipales des villes, en numéraire. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des communautés de millions de gens qui continuent à aller là où on leur dit. Comme tu le dis, la manif pour tous, ils tournent à droite. Les gilets jaunes, ils sont motivés, mais quand il y a pangolin, quand même, on respecte les règles. Les gens vont quand même respecter le cadre de la manifestation. Pas de cadre pour la manifestation, là. Alors, si les gens ne sont pas capables d'aller voter le jour J, ça, tu peux rien y faire. Mais quand tu vois les communautés que nous avons déjà, qui sont des communautés, j'en suis persuadé, quasiment... Est-ce que je peux demander honnêtement qui a voté ici à main levée aux dernières élections municipales? Ouais, et on est dans une des communautés les plus politisées, quoi. Je suis persuadé que la masse de gens que nous sommes là, et je voudrais conclure par ce truc positif, mis bout à bout en termes de communauté, sur le dénominateur commun auquel nous sommes tous infiniment d'accord, qui est la démocratie référendaire, grosso modo, emporte numérairement déjà la moitié des communes de France. Et dans 6 ans, quand on aura tous des chaînes énormes, mais je crois que dans 6 ans, la masse cumulée des électeurs aux législatives ne sera pas le nombre d'abonnés de certaines chaînes YouTube. Les gens s'en foutent. Et je rappelle que pour l'instant, aux législatives, on vote si on a une boîte postale. Ça se crée. Division, il a monté un truc douteux, certes. Il a dit à des milliers de gens en processus automatisé, on va automatiser une plainte. Moi, je t'automatise la création d'entreprises. Pour 1 euro qui sert à subventionner la campagne. On a besoin de 30 000 personnes dans cette ville, on les a. On a besoin de 2000 ici, on a besoin de 200 là. Tu répartis, tu fais ça en mode armée des ondes, tu te concentres pendant 5 ans. Dans 5 ans, t'arrives, tu dis législatif, c'est nous. Tu fais aucun média, aucun plateau, aucune télé. Tu ne passes pas dans ce rouleau compresseur à milliardaires dont je viens de parler. Tu ne fais que voter des gens par des relations de confiance. Tu ne fais que dire aux gens sur des chaînes, allez-y. Allez-y, faites-le, notre communauté représente, ma chaîne, qui n'est pas une énorme chaîne, représente 15 villes de taille moyenne en France. En résultats électoraux. Il y a des villes, on ne va pas toutes les faire, mais quand tu regardes les résultats aux législatives, alors je ne les ai pas notés là, beaucoup de personnes à qui j'en ai parlé ne voyaient pas la faille. Alors bien sûr, la faille, elle arrivera a posteriori. Résultats législatifs, nombre d'électeurs. Municipal, pardon. Tu as bien raison. Voilà, là on est en plus en mètre détente, vous pourrez le couper. Parce que je ne l'avais pas prévu, ça. C'est quand même mettre un peu de positif. Alors, résultat municipal, j'ai pas d'accès à Internet. Recherchez, vous trouverez. C'est des milliers, c'est du 4 chiffres. Dans des grosses villes, grosses villes, du 5. Il n'y a pas une commune à part Lyon et Marseille qui dépasse le 6. Ça n'existe pas. Qui dépasse le 5. Ça n'existe pas. Le maximum, je te dis, c'est chez Juppé, c'est 60 000. Et cette force-là, elle existe. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup fasciné, que je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut avoir d'un côté une telle puissance de volonté de changement, de telle force, de telle troupe, de tel nombre, et de l'autre côté, des choses qui ne se font pas. Ou comment on peut avoir 1 million de personnes pour la Coupe du Monde, 2 millions pour le Covid, et puis pour les Gilets jaunes, pardon, et puis il n'y a rien. Parce qu'il y a quelque chose qui empêche les gens, qui est cette culture du pacifisme, de franchir la dernière barrière de sécurité de l'Élysée. Cette culture du pacifisme, elle peut peut-être se contourner par l'élection selon d'autres règles. Essayer de commencer à reprendre le pouvoir là où il est prenable. Parce que je pense qu'à certaines échelles locales, le pouvoir est incroyablement faible.
et incroyablement prenable. Voilà, c'était peut-être une touche d'optimisme que j'avais envie d'essayer d'apporter. Je ne suis pas venu avec des notes, je ne suis pas venu avec quelque chose d'infiniment structuré. Encore une fois, je pense que la révolution, elle va malheureusement se faire parce que nous n'y échapperons pas. Je pense que nous avons depuis trop longtemps franchi le cap du tous contre tous, qui devient le tous contre un, de ce renversement mimétique anthropologiquement présent depuis l'aube des temps, qu'a très bien décrit René Girard. Je vous renvoie encore une fois aux chaises cachées depuis la fondation du monde, une paraphrase de l'évangile selon Matthieu. Il y a des moments où nous avons besoin de boucs émissaires, nous en trouverons. Il va falloir qu'on puisse choisir, parce que sinon ce sera nous. Voilà, c'est bon. Et mon camarade. Merci à vous. Si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.